Bonjour et bienvenue au premier épisode de Fallait pas croquer la pomme, le premier podcast de comptoir où vous êtes tous invités à vous asseoir avec nous autour du canapé pour parler, échanger, débattre sur des sujets qui nous concernent tous. Alors je me présente, je m'appelle Mehdi et j'ai autour de moi pour m'accompagner une bande de potes et on va commencer tout de suite par les présentations tout simplement et je vais commencer par Yann. Yann, comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va très bien. J'allais dire, je suis ravi d'être là avec vous. On est ravis de t'avoir, bien sûr. À côté de moi, il y a également Salah. Salah, comment tu vas ? Salut, ça va, très bien, nickel. Et pour compléter ce quatuor, j'ai également Julien. Julien, comment ça va ? Bien, le meilleur pour la fin toujours. Donc pour moi, je sais pas si ça va être bien ou pas, on verra. Ça dépendra de vous les gars. Hein. Et on tout de suite. Voilà, c'est ça. Donc on est tous là ensemble, on est une bande de potes. On a eu envie de partager avec vous nos discussions autour du canapé, une bande de potes qui refont le monde. Et justement, pour commencer ce premier épisode de Fallait pas croquer la pomme, on a décidé ensemble de s'intéresser à un sujet qui est particulièrement d'actualité. On pense également à ce qui s'est passé cet été avec les nombreuses augmentations des températures, ces canicules qui ont duré très 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 longtemps, les incendies, etc., etc. Et ce qui nous a inspiré particulièrement, c'est le film Don't Look Up. Ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai, ça peut pas être vrai. Ça peut pas arriver. Kate, dites-moi que ça peut pas vraiment arriver. J'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne. Nous avons découvert une très grosse comète. Oh, bravo. Qui se dirige droit sur la Terre. Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planètes. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Qu'on patiente et qu'on avise. Patiente. Et ensuite on avise. Il y a une première phase où on patiente et ensuite on digère. Ça, c'est la phase où on avise. C'est la pire nouvelle de l'histoire de l'humanité et on s'est pris un vent. On fait quoi ? Il faut qu'on sorte l'information. On l'a fait fuiter. Alors le film Don't Look Up est super intéressant puisque sous couvert de ce qui se passe dans le film, bien sûr, c'est une allégorie qui parle du dérèglement climatique et qui nous avertit. Messieurs, quel est votre premier souvenir quand on parle du film Don't Look Up ? Salah, dis-moi tout. Le premier souvenir, moi, c'était, la chose qui m'a le plus marqué, là-dessus, c'était la détresse des scientifiques, Ça m'a le plus marqué. Donc après, le fait de ne se pas écouter. Ouais, c'est vraiment le truc qui m'avait frappé l'esprit, et je reconnaissais un petit peu, si on fait le rapprochement avec le réchauffement climatique, on va dire, parce que ça parle pas de ça, Non, du tout. Du coup, mais du coup, ça me rappelait un petit peu les écolos ou certains chercheurs qui parlaient dans le vide et qu'on n'écoutait pas, Et c'est ça qui m'avait assez, le côté un peu dépressif du truc, quoi. D'être là tout seul à parler de changement climatique ou dire ouais, la météorite elle arrive, elle va vous tomber sur la gueule, et puis tu prêches dans le vent, quoi. C'est ça qui m'avait marqué, Ouais, l'impression est que c'est limite du négationnisme climatique qui pourrait être pris dans cette perspective-là d'avertir et que pourtant tout le monde s'en fout, comme dirait la célèbre chaîne YouTube. Et toi, Yann, qu'est-ce que ça te rappelle ? Quel est ton premier souvenir quand on parle de Don't Look Up ? Eh ben écoute, moi je l'ai vu longtemps après sa sortie, donc c'est un film, on en parlait partout, à la radio, sur le net, donc c'était très dithyrambique, on disait c'est incontournable, blablabla, bla. Et puis comme souvent dans ce cas-là, moi j'ai été vachement déçu en fait. Je trouvais ça long et pas tellement drôle. Donc là je parle vraiment du film, après les aspects climatiques, tout ça évidemment sont traités en métaphore, mais voilà, globalement sur le film, moi j'ai été déçu. Ok. Et toi, Julien, quel est ton premier souvenir quand on parle de Don't Look Up ? Alors moi, je fais juste une aparté. Par rapport à Yann, en fait, moi, je suis tombé sur le film avant qu'on en parle. Je pense le jour même. Et j'ai eu une news comme quoi il y avait un nouveau film avec DiCaprio qui parlait une petite comédie. Donc j'ai regardé, j'étais agréablement surpris. Après, il n'y avait pas tout le tintouin qu'on a pu avoir par la suite.
Et donc moi, je l'ai vu 2 fois. Je l'avais vu une première fois à sa sortie. Mon premier souvenir quand je l'ai vu la première fois, ce qui m'a vraiment marqué en tout cas, c'est alors c'est pas vraiment un spoil, hein, mais c'est lorsque DiCaprio et Jennifer Lawrence annoncent dans le bureau de la présidente qu'il y a 100% de chances que la météorite nous tombe sur la gueule. Voilà, ça va peut-être être bipé, mais c'est pas grave. Et à partir de là, il y a la présidente et tous ses comparses à côté qui font non, vous êtes sûr, il n'y a pas moyen de... Ah si, c'est 99,9%. Ah bah oui, donc c'est pas 100%, donc on peut dire 70. Ah bah non, aux gens on peut pas leur dire qu'ils sont sûrs de mourir. Ah bah non, on va leur dire 70. Ouais, on va dire que potentiellement, voilà, la négociation affreuse. Et là, ça fait sourire un peu jaune. Donc là, ça c'est le premier souvenir que j'ai de la première lecture que j'ai vue du film. Et pour préparer un petit peu cette conf-là qu'on fait ensemble, je l'ai regardé une deuxième fois et du coup, je me suis attaché un peu plus à des petits détails. Et très rapidement, c'est le truc qui m'a peut-être le plus marqué tout de suite, c'est dans les premières minutes. C'est lorsque les deux scientifiques trouvent l'arrivée finale de la comète sur la Terre et qu'ils en discutent avec d'autres scientifiques. C'est que là, quand les autres scientifiques tout de suite se rendent compte de ce qui se passe, le film fait un blanc et on voit la tête des gars et des filles qui regardent les résultats. Et là, tu vois qu'il y a une sidération tout de suite. Et là, c'est typiquement le delta que comment ça s'appelle, Salah disait tout à l'heure, entre ceux qui savent, ceux qui savent pas. D'un côté, il y a la sidération, de l'autre côté, il y a toute la foire qu'on peut avoir aujourd'hui sur les sujets qui nous intéressent. Ouais. C'est vrai que ce film a été particulièrement marquant pour moi, puisque j'ai plutôt mal vécu la période du Covid avec une forme de colère vis-à-vis de ce qui s'est passé, du comportement humain, on va dire, dans ce cadre-là. Et là, face à quelque chose de clairement évident, il y a toujours ce qui m'a marqué, c'est ce besoin de profit, ce besoin d'intérêt personnel qui sont d'actualité avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau climatique sur Terre. Et pour moi, ça a été une forme d'angoisse finalement à voir ce film, parce que d'une certaine façon, ça révèle ce qui se passe actuellement dans notre société. Et ça, c'est assez flippant. On a un peu parlé du film. En gros, en 2 mots, qu'est-ce que raconte ce film ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai levé la main, moi. Ah, t'as levé la main ? Ouais, j'ai levé la main. Je voulais rajouter, au fait, le côté angoisse et effectivement, c'est juste le petit truc que je voulais rajouter, c'est que moi, c'était pas lié forcément au Covid, mais au fait, ce film m'a aussi un peu déprimé. Ouais. Dans le sens, il m'a replongé un peu en arrière. Ça m'a rappelé un petit peu moi, j'ai fait partie de ceux qui avaient lu Pablo Servigne. En fait, je sais pas si vous connaissez. Et tu peux expliquer à ceux qui nous connaissent pas forcément. Ils vont googliser quand même. Hein. Non, mais voilà, ça s'appelle comment tout peut s'effondrer, au fait. Et ça ne parle pas que d'effondrement climatique. Hein. Il est systémique à plein de niveaux. En fait, en gros, il y a plein de choses qui peuvent s'effondrer. Et du coup, la partie climat aussi, bien sûr. Et au fait, ça m'a pas mal déprimé parce que c'est le côté un peu, tu sais, et tout le monde un peu s'en fout, et c'est ça qui m'a vachement perturbé. Ça m'a remis un peu en arrière parce que pendant une période, en fait, j'ai eu un petit délire où j'étais là, ouais les gars, il y a un truc quand même qui va nous tomber sur la gueule. Tu sais, je venais de lire le livre, donc du coup, en fait, j'étais vachement imprégné du truc. Ouais, imprégné du truc et vachement pris par ce truc-là, sachant qu'en fait, ce livre m'a mis un coup sur la tête, hein, parce que une réalité, c'est que pendant plusieurs semaines, voire un mois, au fait, là, ça m'a frappé en pleine tronche, quoi. Donc j'ai vraiment c'était assez déprimant, quoi. Donc du coup, après, au fait, passer cette période-là, on est passé à autre chose, hein, bien sûr. Mais du coup, en fait, ça m'a remis, au fait, c'est pour ça que j'ai eu vachement de mal à revoir le film finalement. Ah ouais. Parce que ça me remettait un peu en colère, en fait, par rapport à ça. Donc du coup, j'ai évité. Mais ouais, pour ceux qui sont assez alertes là-dessus. En fait, je sais pas, je pense pas être le seul à avoir ressenti ça, mais moi, ça m'a un peu énervé. Voilà, je partage ce sentiment-là. Ouais, bah tu vois, je vais rebondir un petit peu, faire une nouvelle digression, mais moi, avec le Covid, c'est vraiment l'humain qui m'a affecté. Alors, je vais pas parler
des croyances de chacun, que le vaccin, par exemple, pouvait sauver les gens, et les pro-vax, les anti-vax. J'ai pas envie d'entrer dans ce débat-là, c'est des choses qui appartiennent à chacun. Moi, ce qui m'a plus perturbé, c'est de voir à quel point l'intérêt personnel est prévaut, en fait. C'est le truc qui m'a plus choqué. Il y a eu avec ce Covid, c'est les gens qui se battaient pour avoir du PQ, des montagnes de PQ. Et je me dis qu'aujourd'hui, si on arrive dans un cas de subsistance autrement plus important que des rouleaux de PQ, je me dis, mais où est-ce que va l'humanité? Tu vois, c'est le truc qui m'a angoissé. Je me suis dit, mais comment on va pouvoir réagir collectivement face à une menace? Alors, on dit qu'on peut s'unifier, l'ennemi de mon ennemi et mon allié. Est-ce qu'on va s'unir ensemble pour pouvoir aller faire quelque chose, ou justement continuer à privilégier nos intérêts personnels et au détriment de la collectivité? C'est le vrai truc qui m'a perturbé. Julien, tu voulais rebondir. Au début sur ce qu'avait dit Salah, puis toi, donc on va d'abord commencer par toi. Si tu as besoin de stock, j'ai encore de la farine, du PQ, plein de choses, je peux vous la vendre à pas cher, si vous voulez, pas de problème. T'as pas de la moutarde plutôt La moutarde, non, j'ai un pot pour une année, j'en consomme pas beaucoup, j'aurais peut-être mieux fait d'investir par contre. C'est ça. Nouvelle crypto. Voilà, c'est la nouvelle crypto moutarde. Pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Salah, lorsque je discutais un petit peu du film avec mon entourage, boulot, famille, etc., la plupart n'ont vu aucune utilité au film, voire même trouvé que c'était un peu un nanar, ce genre de choses. Donc j'ai quasiment trouvé personne qui a trouvé l'allégorie en fait, ou la comparaison, ou l'image que ça transite au travers de la problématique écologique, climat, etc. Et j'ai trouvé ça assez dommage en fait. Et pour rejoindre un peu le côté stressant que peut générer ce genre d'infos, c'est vrai que ce film, on va peut-être un peu loin, surtout pour l'intro, m'a mis face à mon impuissance. Ton impuissance. Oui, rien à voir avec une impuissance physique quelconque, bien sûr, mais une impuissance liée aux actions que je pourrais faire qui pourraient servir à quelque chose par rapport à ça. Ça, je pense qu'on en parlera plus tard. Te sentir un petit peu dépassé par les événements et de ne pas avoir visiblement d'impact sur... Oui, toi, avec un moyen derrière là aujourd'hui le micro, mais sinon derrière ton PC, derrière ton téléphone, ta tablette ou au boulot, qu'est-ce que tu peux faire même par rapport à ta conso au quotidien? On peut se poser beaucoup de questions par rapport à ça. Et qu'est-ce que ça va devenir? C'est la vraie question. Alors, justement, ça là, tu t'es, je crois, intéressé un petit peu au dérèglement climatique et tu as fait quelques petites recherches. Oui. oui. Donc, on peut pas dire que je m'y étais déjà intéressé avant. Donc, du coup, en fait, là-dessus, j'ai peut-être un peu prendre le contre-pied, en fait, parce que en gros, je veux dire qu'on m'a mis un peu dans la sauce, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ne le savent pas, mais en gros, on a préparé le truc et tout, on a choisi des thèmes. Et il y a des gens qui ont pris des quiz, quoi, pour beaucoup plus simple. Et moi, j'ai fait. Je sais pas de quoi tu parles, mais c'est parfois difficile. Et donc moi j'ai fait je vais prendre des changements climatiques. Donc après j'ai fait mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi je fais ça, quoi? Donc du coup je me suis dit je vais pas parler, en fait, je vais peut-être pas faire le Wikipédia, en fait. Il y a un truc pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que le changement climatique. Parce que moi, j'ai le sentiment, en fait, que on a eu suffisamment d'informations sur le sujet, ou voire même parfois fausses, peu importe. Mais voilà, celui qui connaît pas à minima ce que c'est, au fait, c'est que il a pas de télé, il a rien, il a pas internet, il a vraiment rien du tout. Donc du coup, en fait, ça va être un peu compliqué, le podcast. Juste un abonnement à la bibliothèque. Il a juste ça. Et c'est sûr que le podcast, il écoutera jamais. Donc je parlerai dans le vide, quoi. Donc du coup, en fait, pour ma part, en fait, j'avais deux théories sur le sujet, au fait. Et je pense que vous allez me dire, en fait, laquelle correspond le mieux. Peut-être qu'elles sont un peu farfelues, en fait. En tout cas, pour le changement climatique, j'ai envie de dire qu'en fait, il y a cette première théorie, je crois que c'est un complot, en fait, des Khmers verts, qui sont les écologistes, ainsi que des islamo-gauchistes pour faciliter le grand remplacement. Je m'explique.
C'est un peu choquant pour certains, je pense. Ah, tu commences. C'est pimenté, c'est salé, c'est. On commence On a un bien. nouveau chroniqueur France Inter, Non. Trubillon. Non, mais c'est tout simplement en fait cette théorie-là, c'est juste en fait une destruction en fait de notre civilisation, en gros, c'est notre way of life. C'est ça qu'ils veulent détruire en fait. Ils veulent arrêter qu'on prenne nos grosses bagnoles, qu'on s'éclate un peu dans la vie, qu'on profite de la vie en fait. Et du coup, ils aiment pas ça et donc ils ont envie de le détruire. Ils veulent nous transformer en mangeurs de graines. Et voilà, c'est ma théorie, ma première théorie. Je vous donne la deuxième ou pas? Vas-y, oui, Ok. Moi, j'ai hâte. Hein. Ok, super. Ma deuxième théorie, c'est que le changement climatique n'existe pas. Ouais. Alors, je m'explique pourquoi. Parce que depuis tous les, tu sais, leurs réunions là, ils se réunissent tous, ils blablatent. Ils appellent La ça COP comment? 21. Ouais, COP 20, 19, 16, 40 000. Ils arrêtent pas de blablater, au fait, et ils nous parlent tout le temps d'urgence, au fait. Et moi, j'ai le sentiment, en fait, autant que, je pense que vous avez le même aussi, qu'il n'y a pas vraiment d'urgence dans cette histoire-là, en fait. Enfin, je sais pas pour vous, en fait, en gros, moi, quand il y a une urgence, j'y vais pas, tu sais, j'y vais pas en flânant, quoi. Je suis pas en train de traînasser, tu vois, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, Ouais, t'es au près, quoi. T'es au taquet, quoi. ouais, je suis au taquet. Moi, je vois les gens. Ce que tu veux dire, c'est que comme a priori ils font pas grand-chose, c'est que c'est du pipeau, quoi. C'est qu'ils ont. Ouais, c'est exactement ça. C'est qu'au fait, c'est pour ça, en fait, que ma deuxième théorie sur laquelle, au fait, ça n'existe pas, c'est que c'est comme je ne vois pas les actions, c'est qu'en gros, en fait, nos dirigeants, en fait, nos super dirigeants, en fait, en fait, en gros, qui sont au courant de tout, ils savent que c'est une connerie, quoi. Alors, Donc, est-ce que tu parlais du changement climatique, du réchauffement climatique, tu parlais de quel élément? Du dérèglement aussi. Changement climatique. Alors, le changement climatique, dans la partie des climato-sceptiques sur l'intervention humaine, il y a plusieurs scientifiques qui expriment justement que le changement climatique est tout à fait normal. L'humanité connaît des périodes de glaciation et d'autres de réchauffement en fonction de la position de la planète sur son axe, qui est plus ou moins proche du Soleil et qui favorise ou pas, et qu'on est peut-être dans une période. Alors, je crois que c'est les cycles de Milenkovic. Je crois que c'est ça. Et c'est tous les 20, 41 000 et 100 000 ans. L'excentricité, donc la position, l'inclinaison de la Terre est plus ou moins éloignée de la Terre, ce qui permet des périodes soit de rafraîchissement climatique ou justement de réchauffement climatique. Donc, pour certains, l'influence de l'activité humaine n'est pas Alors, n'a pas d'impact majoritairement. Ouais, Mehdi, je te rejoins sur du coup, comme il a fallu préparer un petit peu comme cette émission. Ouais. Effectivement, j'ai trouvé pas mal de docs au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement ou d'autres choses un peu comme ça, où il t'explique en fait le cycle climatique, où je vais parler moi plutôt, quand je regarde les graphes que j'ai pu voir, surtout sur, on va dire à peu près les 100 000 ans, tous les 100 000 ans, tu as des grands pics de montée de chaleur, attention, hein. On passe de moins 8 degrés à plus 2 degrés, donc voilà, c'est pas non plus 40 degrés d'un coup qui a en Ouais, mais l'énergie qu'il faut pour passer à cette température. Mais voilà, c'est énorme, ça fait un plus 10 en moyenne, c'est quand même balèze. Ouais. Et donc là, on passe sur du 100 000 ans à autre, on a un grand pic, une grande dent de scie vers la température, on passe à 2, puis après, tac, en dent de scie, on descend sur 100 000 ans jusqu'à descendre à moins 8. Et puis après, hop, c'est reparti. Effectivement, dans ce qu'on peut voir des graphes, on a cet effet de changement, on va dire changement climatique naturel qui arrive. Après, ce qui semble, alors j'ai aucune certitude, mais ce qui semble se détacher, c'est que le changement climatique et entre autres le réchauffement, cette partie réchauffement sur les dernières grosses décennies dues à l'action humaine, accélérerait, voire bousculerait un petit peu la zone tempérée dans laquelle on devrait être, etc., etc. Et par contre, là, on est en train de virer en congrès du GIEC, hein. Alors, juste pour rebondir sur ce que dit Julien, quand il parle de ces courbes et de ces montées, ces descentes crescendo, le sujet, quand on parle du GIEC et le grand message, le grand cheval de bataille, ça reste la diminution du CO2.
Mais ce qu'ils ont remarqué dans les cycles, ce qu'on parle là sur des périodes qui font, comme je vous disais, 100 000 ans, 41 000 et 20 000, c'est que la production de CO2, la présence de CO2 a été analysée et correspond à ces cycles-là en fonction de la période. Quand c'est un pic de température, il y a un pic de CO2. Quand il y a une chute, le CO2 chute. Donc il y a finalement un lien de cause à effet. Mais ce qu'on ne dit pas, enfin ce qu'on voit pas dans l'information accessible, c'est que les productions de CO2 ont été multipliées en l'espace de 50-60 ans, mais de manière exponentielle à faire péter tous les plafonds. C'est pas la courbe normale. Donc, on a une influence humaine sur le CO2, mais est-ce que le CO2 est la cause de tous les maux que l'on connaît au niveau climatique? Et encore, on dit les maux, c'est par rapport à la température pour nous qui nous impacte. Mais est-ce que le CO2 est la solution, le cheval de bataille à avoir pour pouvoir s'en sortir, ou est-ce que c'est autre chose? Et ça, la réponse est... Dans une prochaine émission. Voilà, la réponse est ailleurs, la vérité est ailleurs, comme diraient nos amis d'X-Files. Il y a... non, je me suis trompé de clic, mais c'est pas grave. Juste maintenant que vous avez niqué tout le truc et je vais passer pour un gros complotiste. Tu sais, il y a un déroulé. Il y a une espèce de déroulé où je me rattrape un petit peu, tu vois. Mais là, vous avez coupé bien le truc. Comme ça, il y a les deux phrases qui passent avant. Il faut waouh, oh, le mec, il est chaud quand même. Il dit n'importe quoi. Enfin, bref. Non, mais continue au contraire sur ton. Ah, mais vous l'avez bien coupé. Non. Mais... c'est un peu le but du jeu. C'est un podcast indépendant de comptoir et on laisse pas tout. Ah là, je peux même pas dérouler. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai perdu tout le fil, mais bon. Comment je disais, donc il y avait ces deux théories là, mais qui sont complètement farfelues. Mais je pense qu'en fait la réalité elle est un peu ailleurs, hein. Parce qu'en fait j'ai commencé à regarder des vieilles vidéos qui sont super intéressantes. Tu passeras les liens, j'espère. En fait, lien dans la description. Ouais, lien dans la description. J'avais retrouvé une vidéo en fait du Parlement luxembourgeois. En fait, où il y a un militant bien chevelu là. Tu sais, tu vois le mec un peu bien écolo là, qui vient à vélo partout et qui intervient. Pour le coup, c'était pas un bobo, je pense pas. Mais enfin bref, il intervient en fait dans ce Parlement. Le sujet, au fait, c'était justement le changement climatique. Et il pose une question toute simple, parlementaire en question. Est-ce que vous avez vu le rapport du GIEC? Ah oui, la vidéo que tu avais repartie, d'accord. Donc voilà, tout à fait. Et ça, c'était super intéressant en fait comme réaction. Du coup, en fait, tu vois gros silence dans la salle. Il n'y a pas un gars qui bouge. Et je crois que dans la vidéo, en fait, on voit une personne, tu vois, mais était à contre-temps quoi. Tu sais, lève pas la main tout de suite. J'ai noté le nom du mec du coup parce qu'en fait j'avais vu cette vidéo quand c'est sorti et le fait que tu l'aies repartagé dans tes sources m'a fait me réintéresser un peu au cas de ce gars-là, ce que tu racontes. C'est vrai que à l'époque ça m'avait marqué le fait que personne dans l'assemblée n'avait lu quoi que ce soit. Ouais. Et c'est Brice, j'ai chopé son nom du coup à ce gars-là, c'est Brice Montagne. D'accord. Il publie énormément sur la partie écolo, etc., mais ce que tu racontes, c'est vrai. Très bonne recherche. T'as bien bossé, hein. Moi, j'ai rien foutu. Je m'ai pas regardé qui c'était. Du coup, ça m'a permis. Mais par contre, il y a une explication. En fait, il y a un article dans lequel il a fait une micro-vidéo suite à ça. Et c'est là où ça montre aussi la limite de l'exercice. C'est que il a su par la suite. Donc ça, c'est ce qu'il dit dans une de ses vidéos. On trouve ça sur France Info, en fait. Voilà, c'était en 2019, je crois. Et ce qui s'avère, c'est que les rapports du GIEC étaient que en anglais. Et le problème, c'est que la plupart des gens, c'était de l'anglais technique. Et bah voilà, la plupart des gens n'étaient pas en mesure de le lire, de le comprendre. Et que donc, c'était une grosse faille aussi que de mettre à la disposition d'élus qui n'ont déjà pas le temps de faire la plupart de leur boulot, ou qui peut-être ne sont pas investis, ou si d'autres voudraient être investis, est-ce qu'ils ont le temps de le faire? En fait, qu'on ne met pas à disposition de la documentation lisible et compréhensible pour les gens. Derrière. Donc Julien, t'as décidé de niquer ma chronique, quoi. Non, mais c'est très bien d'avoir. Mais vraiment. En même temps, c'est vachement intéressant ce que tu dis, Julien. C'est vrai que c'est pas le genre de truc qu'on sait ou qu'on va diffuser sur les médias qu'on écoute, quoi. C'est un truc, là, t'as cherché et tu nous expliques ça. Et franchement, ouais, c'est vachement bien, quoi. Et à l'époque, je n'avais pas fait l'exercice. Je m'étais contenté de la vidéo là où le mec il râlait. J'ai trouvé ça inadmissible, lamentable. J'ai dit, vous êtes payés à quoi foutre, les gars?
Bah, comme la plupart comme ce qu'on fait quand on consomme, en fait. On va consommer l'information comme ça assez rapidement et on va pas aller se creuser la tête non plus pour les chercher plus avant, dire ah ouais, les mecs ils écoutent même pas, c'est nul. Mais c'est vrai que là c'est très très bien. Ouais. Très bon travail de journaliste. Mais ça montre Ouais, quand c'est même ça, avec très ta bon vidéo, travail de journaliste. avec ta référence là, ça montre quand même une chose, c'est que même si les mecs n'étaient pas en mesure de le lire, ils ont quand même été à la réunion. Il y avait 32 pages, hein, je crois, de mémoire dans le truc, sans avoir demandé à quelqu'un de faire traduire le truc. C'est-à-dire que les mecs, ils ont un pouvoir décisionnel monstrueux. Ils vont sur un truc, on sait bien que c'est Tochi depuis quelques années. Ils vont se présenter à des mecs qui ont travaillé leur dossier, et puis ils y vont sans avoir rien lu, sans avoir fait une traduction par quelqu'un. Il ne faut pas me dire que dans tout le truc du gouvernement, il n'y a pas un secrétaire ou un spécialiste qui n'est pas capable de faire une traduction de 32 pages. Quoi. C'est exactement ça, en fait. C'est une excuse, mais tout à fait relative, hein, parce qu'ils ont les moyens, en fait, de faire traduire, et ils ont, en fait, aussi, c'est pas une réunion qui est organisée du jour au lendemain, j'imagine, c'est pas quelque chose qui est prévu de longue date. Les docs, ils les avaient depuis peut-être un petit moment. Ça se trouve, ouais, tu me diras, Julien, parce que t'as poussé l'investigation, peut-être un numéro d'un député ou un truc comme ça, tu peux l'appeler. Mais du coup, ça se trouve, ils ont eu les choses bien en amont, en fait, même si c'était en anglais. Je trouve que c'est que 32 pages. C'est pas le truc le plus fou. Mais bon, ok, on va leur trouver une excuse sur ce coup. Ouais, mais il y a aussi une autre excuse et qui est valable pour nous. Enfin, et d'ailleurs, on voit dans le film. C'est-à-dire qu'au début du film, quand Leonardo DiCaprio annonce qu'il y a une comète qui passe la première fois à la télé, ou qu'il explique à la présidente, il va utiliser du langage assez technique, enfin du charabia technique. Et si tu veux toucher quelqu'un quand tu communiques avec, surtout pour des sujets aussi sérieux et importants et vitaux, il va falloir que tu touches ses émotions. Et si tu parles un charabia technique, c'est comme lire la notice d'un micro-ondes ou quoi, tu comprends que dalle. L'idée, c'est peut-être que dans la communication de ces rapports, la communication de ce qui va se passer, rendre ça plus accessible et répondre au code de la communication actuelle, faire quelque chose qui pourrait permettre aux gens d'être plus concernés, ne serait-ce que regardons la différence entre nous et nos enfants. Nos enfants sont vachement plus éduqués. Il y a peut-être un véritable effort à faire en termes d'éducation. Je vais rebondir là-dessus. Hein. Je levais la main, mais je suis le seul bon élève ici. À chaque fois, je lève la main. Là, effectivement, il faudrait faire simplifier tout ce que tu veux. Mais après, voilà, j'ai une autre vidéo. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est de Cédric Villani. Cette fois-ci, je ne sais pas si vous connaissez un homme politique. Les auditeurs ne connaissent pas forcément, donc tu peux. Voilà, je vais vous dire qui c'est. Au fait, c'est un gars génial. Au fait, c'est un génie. Alors, c'est tout simplement un génie. Député LREM. Ça qui est bon. Qui a démissionné, au fait, qui a arrêté avec eux, hein, parce qu'il s'est peut-être aperçu que ça n'aboutissait pas à grand chose. Je fais de la politique là. Donc du coup, en fait, donc le gars, en fait, il parlait justement, c'est dans cette fameuse vidéo, en fait, il parlait du rapport du GIEC de justement, mais c'était en 2021 la vidéo. Je sais pas si Julien a fait des recherches dessus, mais il parle des parce que ouais, si tu veux casser, casse maintenant quoi. Après on a donc du coup il parle de la vidéo en fait le micro de Julien, comme ça tu seras tranquille. Ah ouais, ok, super. Et du coup il parle de 5 pages en fait qui sont dédiées pour les décideurs. Justement, il se plaint encore une fois, on passe de 32 à 5 pages, et toi tu disais tout à l'heure, il faudrait quelque chose de plus simplifié, peut-être du coloriage, en fait, pour les députés, tu sais, une petite BD, tu vois, 2 ou 3 images, une chose comme ça pour leur expliquer ce que c'est, en fait, ça pourrait peut-être les aider, quoi, mais enfin, quelque part, en fait, on peut pas leur trouver d'excuses, les politiques. Pour moi, en fait, c'est ton boulot de lire des trucs chiants. C'est pour moi que je le fasse pas. C'est ton taf. Je t'ai élu, en fait, parce que moi, j'ai pas le temps, je fais autre chose. Je suis ok si je fais rien, mais je parlais pas pour les députés, moi je parlais pour la population plus générale. Ah oui, tu parlais, ouais. Mais ouais, là, effectivement, t'as peut-être digressé pour le coup, t'as parlé de la population. J'ai rebondi sur le film en fait, c'est ce qui se passait. Ok. Mais oui, c'est pour la population, c'est leur job, bien sûr, aux députés. Il y a Julien qui lève la main, on va le laisser parler parce que ça le démange. Je sens qu'il en peut plus là, il a envie d'intervenir. Il a fait une enquête. C'est juste avant que vous partiez trop loin et qu'on ait perdu de vue Cédric Villani. Moi, je l'ai découvert quand il est passé sur la chaîne Thinkerview il y a quelques années. Donc un petit peu avant qu'il soit dans la politique. Propose en tant que politicien, etc. Bon, très très grand mathématicien. Il a eu un prix pour ça. Quelqu'un perché. Je le connaissais pas et la première fois que je l'ai écouté, ça faisait perché d'une manière générale.
Mais comme tout vraiment scientifique, donc là entre autres mathématiciens, c'est super intéressant d'écouter des gens comme ça, des gens qui sont experts dans leur domaine et vraiment qui ont une vue différente de la nôtre. Quel que soit le domaine sur lequel ils vont travailler, ils seront de toute façon dans une analyse et une approche différente. Non, mais je suis d'accord, hein, mais il faut qu'il reste sur les maths. Hein. Après, bon. Moi, l'opinion, Faut qu'il reste sur les maths, il est bon là-dedans. Reste dans les maths, frangin. Bouge pas, quoi. C'est bon, je rebaisse la main. Non, bah en fait non, c'est mon point de vue, hein, donc mais du coup très sympathique au demeurant comme garçon, hein, je cherche pas la polémique. Hein. Je veux pas que Twitter s'enflamme après derrière avec t'as touché à Villani. Mais bon, je pense pas que ça va s'enflammer pour le peu d'auditeurs qu'on va avoir au début. Donc, on va y aller tranquille. On va avoir plein. Mais en fait, c'est le problème, c'est le niveau des élites aujourd'hui qui décident. Ils ont pas le temps de faire leur boulot, je sais pas. Il y a un truc qui va pas. Et c'est juste que tu vois ils le prennent plus, en fait ils lisent plus les. De toute façon c'est même les qu'on appelle ça, même les étudiants des fois ils lisent pas, quoi. Ouais. J'ai déjà rencontré des gens de Sciences Po qui me parlaient de Marx qui avaient jamais lu le Capital, quoi. Ouais. Tu vois, tu sais, et quand je lui demande, il me dit ouais non on a lu un extrait, en fait on a eu le droit à un extrait et puis un résumé de notre prof, je sais pas quoi. Je fais bon, ok, t'as Sciences Po, c'est cool. Bravo, en fait. Tu ne lis pas l'œuvre complète. Enfin, tu devrais lire au moins ce livre-là avant de commencer à te parler de Marx, quoi. Sinon, on me parle pas, on me cause pas, quoi. Donc, du coup, Mais c'est un peu l'image de notre société, si tu veux. Aujourd'hui, c'est tweet, buzz, clash. C'est saisir une phrase hors de contexte. C'est beaucoup de biais de négativité. Souvent aussi, c'est beaucoup parler du négatif. Raconter des choses positives, ça fait chier, ça fait pas d'audimat. Et on a toute l'information qui est disponible en un clic. Moi, je regarde les gamins maintenant, ils savent plus chercher dans un dictionnaire. Alors, c'est pas de leur faute. C'est juste que notre monde a évolué et qu'on doit évoluer avec notre temps. Mais je regarde même des élèves de 4e qui ont des bonnes notes, ils sont plus capables de poser une addition, une soustraction. On a simplifié les choses, on a simplifié l'information. On est assisté pour tout. On a les gens ne lisent plus les manuels quand ils reçoivent un objet. Ils cherchent, ils appellent une assistance, ils font que ça. C'est une forme d'assistanat. Il faut que ça arrive tout cuit. C'est l'immédiateté, c'est la disponibilité, c'est tout de suite maintenant sans effort et ça demande de l'effort et de l'effort intellectuel et de l'éducation, je dirais. Bah, j'ai levé la main en premier, donc je vais répondre ou tu veux que bien joué. Aller, Yann. J'ai rebondi non, tout de suite. Moi c'était juste pour dire une connerie, c'est parce que Mehdi parlait de manuel et je pensais, est-ce que tu faisais rapport au manuel du micro-ondes de tout à l'heure? Ouais, exactement. Tu sais qu'ils ont été obligés, dans les manuels de micro-ondes, de préciser qu'il ne fallait pas mettre d'animaux pour les faire sécher, de chats. Est-ce qu'il y a une personne, une femme, on s'en fout, une personne qui a foutu son chat pour le faire sécher dans le micro-ondes et qui est mort et qui a porté plainte. Je crois que c'était aux États-Unis, il me semble. Oui, je crois que c'est aux États-Unis, mais tu peux préciser que oui, il faut préciser, c'était une femme qui l'avait mis, qui avait fait on s'en fout, c'est une personne. Oui, mais c'était une personne de sexe féminin. Okay. Là, ça dérive. Oh là là, on part en vrille. Juste rebondir là-dessus. Je vais pas vous laisser dire ça. Ouais. Je vais rebondir juste que ce que tu viens de dire. En fait, je suis pas totalement d'accord. C'est que je pense qu'on a toujours été cons. On a le droit de dire des gros mots, en fait, au podcast ou pas? Je mettrais peut-être une trompette à la place ou quelque chose. Ouais. Ah, on n'a pas le droit, en fait. Ok. Si, on a le droit. Si, il n'y a pas de problème. Ah, ouais. Bah, au fait, non, je pense que ce raisonnement, en fait, de dire, en fait, des choses sont simplifiées pour les jeunes et que maintenant tout est accessible, que machin et tout, ce qui expliquerait que la régression. Je pense que tu vois, en fait, c'est j'ai du mal à appréhender au fait cet argument-là, au fait selon lequel au fait on est plus con qu'avant, quoi que ce soit. C'est juste qu'on je pense qu'on l'a toujours été. Je pense qu'on l'a toujours été. C'est pas plus con, c'est pas genre c'était mieux avant, c'est pas du ce principe-là, mais ce que je disais, c'est que à l'époque, on devait faire un exposé, on se tapait la bibliothèque remplie de tout l'univers, on devait feuilleter, on devait rechercher l'information, donc il nous forçait par exemple un exercice, un effort de lecture, de compréhension, tandis que maintenant, tu marques, je pense la préhistoire, un exposé que j'avais fait en CM1 et que j'avais eu un B par Madame Denise Yvonnet, je vous remercie. Mais non, mais c'était. Merci Denise. Maintenant, tu marques préhistoire et tu recopies Wikipédia.
T'as même une IA qui va t'écrire ton truc. Ouais, et il y a même des logiciels qui empêchent de passer au logiciel de détection de plagiat pour les mémoires, etc. Enfin. Par rapport à ce que vous êtes en train de dire tous les deux, il y a un truc qui me marque. Alors c'est peut-être parce que maintenant, dépassé la quarantaine, je suis un peu en mode vieux con. Ma fille qui maintenant est majeure. Le truc, c'est que j'ai l'impression que voilà, là, c'est vraiment le truc de vieux con. Que les jeunes d'aujourd'hui, comme tout est facile, en termes de recherche, par exemple, tu prends le premier truc qui sort, et puis, alors que tu as vraiment une puissance de recherche à ta disposition monumentale, qu'on n'a jamais connue, nous, étant à l'école, t'as pas du tout la culture d'essayer de confronter les trucs. Le premier lien qui tombe, ça doit être le bon truc, donc je prends, je fais un petit résumé histoire de dire que j'ai pas tout à fait copié, mais on va pas chercher ailleurs que sur Wikipédia, on va pas chercher ailleurs que sur le premier truc qui arrive. Maintenant, il y a un influenceur qui a dit que c'était bien. Attends. Par exemple, ça sera un sujet d'émission dédié, ça. Mais oui, il y a pas d'effort, en fait. La culture de l'effort, comme tout est facile, j'ai l'impression que ça n'a pas facilité l'avancée de cette partie-là, en fait. Donc, je l'ai légèrement décalé. Oui, c'est pour rebondir sur ce que vient de dire Julien. Donc moi, j'ai mon fils est majeur, ma fille pas tout à fait encore. Et justement, j'ai trouvé ça bien parce que au collège, ils ont fait plusieurs heures de cours à passer en disant vérifiez les sources, ce que vous allez trouver sur Internet, méfiez-vous, il y a des trucs, c'est pas normal que ce soit écrit comme ça. Essayez de confronter et de chercher et de croiser du coup les informations. Et donc, pour moi, tout n'est pas perdu et nos jeunes, justement, ne vont pas aller chercher systématiquement le premier lien Wikipédia. Et les enseignants font un super travail là-dessus. Bah, tant mieux. Mais tu vois, ce qu'on pourrait considérer comme source fiable, on va prendre l'exemple du journalisme. Je vais prendre l'exemple du journalisme sportif qui me vient spontanément en tête. Il y a deux mecs qui ont mélangé leurs deux noms. Ils ont donné un nom bidon et ils ont annoncé sur un forum que le joueur qu'ils ont créé avec leurs deux noms allait signer dans un club pro. Et petit à petit, l'information a été reprise par des sites pas très sérieux, qui ensuite ont été repris par des sites un peu plus sérieux, jusqu'à arriver à la Bible quand même du journalisme sportif, l'équipe qui a annoncé le transfert. Je veux dire, si même des journalistes, alors je prends l'équipe, c'est pas une référence, hein, c'est pas Mediapart, c'est pas Le Monde, c'est pas le Canard, mais si les journalistes eux-mêmes ne sont pas, qui sont la voix finalement d'un peu pas de la vérité, mais qui ont une voix un peu officielle d'une certaine façon, qui ont une forme de légitimité qui a peut-être disparu avec le temps, sont pas capables de vérifier leurs infos, quel message tu transmets en fait? Et il y en a tellement, on est tellement dans une abondance, comme dirait notre président, c'est la fin de l'abondance, mais il y a trop d'abondance d'informations et ça devient aussi parfois compliqué de vérifier. Même quand tu achètes sur Amazon, tu sais pas si les avis sont vrais ou faux. Tu vois, c'est pas une référence Amazon. Ouais, non, moi je suis tout à fait d'accord. Mais justement, je trouve ça intéressant que nos plus jeunes puissent être alertés de ce truc-là. À défaut après de le faire, et puis ça c'est autre chose. Mais au moins, tu sais qu'il y a un boulot qui a été fait et une alerte qui a été tirée là-dessus, quoi. Ouais, mais c'est un boulot qui doit être répété et répété. L'humain, c'est tellement c'est ça, c'est la facilité, l'apprentissage, ouais. C'est un truc, il cède à la facilité et on veut que la vie soit facile et c'est important. D'ailleurs, ça là, tu voulais dire un truc. Oui, il fallait pas croquer la pomme, c'est le podcast des boomers qui donne de leçons aux jeunes. J'apprécie ce moment, c'était super. Messieurs, cette dernière émission drôle. Donc, on était content d'être avec vous, merci pour tout. C'était magique cet instant entre Yann et Julien. Oui, ma fille, mon gosse là. Kino jeune. Mais... Tu rigoles, mais finalement, c'est pas un combat qu'on tente de mener pour nous finalement, parce que nous, on va pas être spécialement concernés par par cette problématique. Moi, je compte bien vivre 200 ans. Ouais, mais bon, 200 ans, mec. Je suis là. Hein. Moi, je connais pas les reptiliens, ça là, donc excuse-moi. mais en fait, c'est pour les générations futures et c'est à peu près
c'est principalement les jeunes qui se mobilisent malgré tout pour le climat, qui ont, je dirais, il y a Greta Thunberg, on en pense qu'on en veut, mais au moins, voilà, c'est une voix et un porte-parole de la cause écologique. Mais c'est eux qui sont concernés et c'est comme le système des retraites. Je ne fais pas de politique, mais c'est toujours les générations qui suivent, qui doivent payer les pots cassés, qui doivent essayer de s'adapter. Sauf qu'à un moment donné, la résilience, l'élastique, il va risquer de péter finalement et qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. Donc, c'est un choix. Soit on fait ça ensemble vers un mieux-être écologique, soit d'une certaine façon on condamne petit à petit notre planète. Vous savez que le seuil de renouvellement de la planète, on l'a éclaté déjà depuis, on est en septembre là, on enregistre, on est mi-septembre. Le seuil de renouvellement des ressources de la planète a été expiré depuis plusieurs mois déjà. Donc, mais on s'en fout. On est au courant, mais on s'en fout. Bah non, tant que tu peux avoir ton dernier iPhone qui va bien. Bah justement. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, il est classe. Hein. C'est une blague, je n'ai même pas regardé. Ouais. Du coup, oui, voilà. C'est une préoccupation, mais par rapport à l'environnement, est-ce que toi, Salah, qui a fait des recherches, est-ce que tu avais autre chose à ajouter Non, j'ai pas fait beaucoup de recherches. Hein. J'avais tout un film et il est explosé maintenant. Donc la prochaine fois, non, mais il est mort de chez mort. Donc alors celui qui, c'était le 28 juillet à la date de dépassement des ressources. Merci Julien pour la source. Tu disais que tu avais perdu ton fil. Il y en a un qui ne perd pas son fil, c'est notre ami Leonardo DiCaprio, parce qu'on s'est quand même appuyé sur le Don't Look Up. Et Yad va nous dire si Leonardo DiCaprio est un écologiste, pas écologiste, vraiment engagé. Un écologiste, en effet. Exactement. Donc, pour écrire ma première chronique, on m'a forcé, je me suis volontairement penché sur le cas de Leonardo DiCaprio et son rapport à l'écologie. Chose que je n'avais pas faite jusqu'à présent, je me demande bien pourquoi. Bref, après de longues heures de recherche, après quelques clics sur un célèbre moteur de recherche, voilà Tipa qu'on me propose de faire revenir les oignons quelques minutes dans du beurre et... non, c'est pas ça, je me suis gouré d'anglais. Donc bon, première chose qu'on trouve, c'est qu'il a créé une fondation, la Leonardo DiCaprio Foundation, en 1998, un truc qui a quand même plus de 20 ans. Donc, pas simplement après le film Don't Look Up, on peut lui reconnaître ça. 98, c'est tout juste un an après la sortie de Titanic. Vous voyez le film Titanic ? Ouais, celui où il y a un iceberg, là. Ouais, je pense que c'est un truc comme ça, le fameux I Believe I Can Fly, This is my English, sur un bateau qui coule. Le gars, il est donc un peu connu. Son association, sa fondation, est destinée à protéger les dernières zones sauvages du globe. Genre en Mayenne, je pense, la Mayenne c'est hyper sauvage. Et plus généralement, à donner une conscience globale à des gens comme moi sur les questions d'écologie et de développement durable. C'est pas rien quand même. Il met sa notoriété au service de la cause environnementale. Quand il cause le Léo, il touche des millions de personnes. Pas comme moi et mes 62 followers sur Insta. En même temps, j'ai déjà du mal à faire comprendre à mes enfants que c'est important d'éteindre la lumière quand on quitte une pièce. Alors je sais pas trop ce que ça donnerait avec des millions de personnes. Une fois les oignons confits... non, c'est toujours pas le bon onglet. Pour y parvenir, il va produire des documentaires, des films, financer des projets visant à protéger les espèces sauvages vulnérables de l'extinction. Certainement une autre action qui sera menée en Mayenne. Bref, le gars, il est bien. C'est sans doute pour ça que l'ONU le nomme messager de la paix sur la question du climat en 2014. Ça claque ça, non, comme fonction. Tu fais quoi, toi, dans la vie ? Bah, écoute, pas grand-chose, je suis messager de la paix sur la question du climat pour l'ONU. Et toi ? Et moi, je suis... faut que je retourne surveiller mes oignons. Et pour conclure, quid de l'exemplarité de Leonardo DiCaprio ? Par exemple, en 2016, lors du Festival de Cannes, il fait un aller-retour Cannes-New York en jet privé pour recevoir un prix en faveur de son engagement pour la planète. Et ouais, putain, ça vante pas, ça. Ouais, c'est pas mal. Un autre exemple, j'ai pas trouvé grand-chose. Dernière en date, en 2022, des vacances passées sur un yacht dont le bilan carbone n'est pas foufou. Mais yacht qui n'est pas le sien. Qu'est-ce que tu veux ?
On a les amis qu'on a. Ouais, merci à toi Yann. Ah, c'est cool. Yes. Et la question c'est, comment ils ont fini tes oignons? Eh ben écoute, ils étaient super confits, très très bons, c'était vraiment un régal. Tu te posais la question si Leonardo DiCaprio était vraiment un écologiste engagé. Alors, il a fait un film sur ce sujet, un film qui s'appelle Avant le déluge, date de 2016. Et, tout à fait. Il parle un petit peu la façon dont la société peut empêcher la disparition d'écosystèmes, d'espèces, etc. Et c'est un film qui est plutôt inspirant dans sa construction parce que ça fait une vision juste de ce qui peut arriver, je pense, sur notre planète. Mais il fait autre chose aussi pour l'environnement qui est assez particulier. Alors, certes, il se déplace beaucoup en avion, en jet, et que c'est un petit peu cocasse, mais il y a un truc qu'il fait et qui consomme plus que l'avion, plus que les jets privés, plus que la voiture. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors moi je vais dire c'est la consommation de mannequins, mais c'est peut-être pas ça. Non, ça c'est beaucoup d'amour et l'amour est toujours bon pour la planète. Mais il y a un truc qui se rapproche de ça, c'est que Leonardo DiCaprio n'a pas d'enfant. Dans le sens, le plus gros producteur. L'enfant, c'est le plus gros producteur de CO2, quoi. Un enfant demande beaucoup de ressources, d'éducation, avec les bâtiments dans lesquels il va aller, d'alimentation, la viande, le lait. Il faudrait arrêter de faire des enfants pour être écolo. Alors, je dis pas qu'il faut arrêter de faire des enfants, mais se pose une vraie question. Aujourd'hui, on est presque, je crois, 6,5 milliards de personnes sur Terre. En 2050, on va approcher les 10 milliards. Est-ce que on va pouvoir subsister à tous nos besoins primaires? Qu'est-ce que ça va impliquer en soi? Moi, je vais juste te répondre sur je vais rebondir juste sur l'idée, est-ce que DiCaprio est écolo ou pas du tout, ou est-ce que c'est un bon citoyen ou pas, ou peu importe. Je pense que il faut pas le juger trop durement là-dessus. Et il est comme les autres, il est comme tout le monde, il est comme nous tous. Et que je pense que la plus grande, et c'est ça le plus gros souci aujourd'hui aussi, pour ma part, en tout cas, c'est la plus grande réussite du complot capitaliste mondial. T'es toujours complotiste. Non, mais au fait, c'est pas un complot, mais c'est le trait de génie de nos dirigeants aussi, hein. C'est de nous faire croire que c'est une responsabilité individuelle. C'est quand juste on triant ces poubelles, c'est bon, on sauve la planète, quoi. C'est, au fait, d'ailleurs, si c'est la merde, c'est pas leur faute, c'est la nôtre. Parce qu'individuellement, on a été incapable de faire quoi que ce soit. Donc c'est la plus grande escroquerie, au fait, actuelle. Et c'est ça, au fait, qui fait pas aussi, parce qu'il y a des gens qui sont irresponsables, veulent pas prendre leurs responsabilités. Et donc, ils la diluent. Et résultat, au fait, on est en train de se batailler pour savoir qui est le plus blanc, le plus vert parmi verts d'entre nous, en disant tiens, lui il est génial, l'autre machin, ils prennent l'avion, machin truc, individuellement en fait, et voire même s'auto-flageller. Tu rentres chez toi, t'es là, merde, j'ai mis ça dans la mauvaise poubelle, je vais niquer la planète. Donc ça c'est pour moi c'est une grosse escroquerie, et que au fait l'effort individuel au fait n'apportera rien sur le sujet. Ça n'a jamais marché et ça n'existe pas, et ça ne marchera pas aussi pour le changement climatique. Voilà tout ce que j'avais à dire sur le sujet, et qu'il faut pas juger trop durement les gens. Ça ne sert à rien. Et on est tous des êtres humains, on fait tous on fait tous des bêtises, et après il faut pas donner de leçons, quoi. C'est plus compliqué en fait. C'est clair que quand tu es là, tu dénonces tout et n'importe quoi, et qu'à côté tu fais du caca, c'est un peu chiant. Après, pour rebondir à ce que tu dis, il y a deux volets. Il y a un volet où je veux parler de la manière dont on peut faire réagir les gens. C'est que si tu crois pas à l'action individuelle, ça nécessite alors une prise de conscience, une prise de décision, mine de rien, individuelle, pour un groupe, pour un collectif. Mais l'idée, c'est que il y a des biais cognitifs qui dans le fonctionnement, on va parler neurosciences maintenant, mais qui jouent
dans ses prises de décision. C'est-à-dire que il y a un exemple qui est très simple, c'est que prenez l'exemple d'un wagon de train. Dans un wagon de train rempli aux heures de pointe, et là il y a un gars dans un coin qui écoute de la musique avec ses nouveaux AirPods, et il y a un mec qui vient pour le dépouiller. D'accord ? Potentiellement, il y a beaucoup de gens qui vont regarder la scène et qui vont pas intervenir. Pourquoi ? Parce que la responsabilité d'intervenir, au-delà de la peur et tout ce qui s'ensuit, et on va mettre ça de côté, mais pour expliquer mon propos, c'est que le fait de la responsabilité d'agir va être divisée par autant de personnes qu'il y a dans le wagon. C'est-à-dire que chacun a le pouvoir d'intervenir, mais c'est complètement dilué, comme tu disais. Tandis que si la personne arrivait à capter quelqu'un et lui dire dans les yeux, vite, j'ai besoin d'aide, faut que tu m'aides là, ça, j'ai besoin d'aide. Là, la personne va être directement concernée et la responsabilité va lui devenir personnelle. Et c'est la même chose pour les gouvernements, pour les États. C'est toujours, lui il fait pas, c'est pas entièrement de ma faute. Et que limite, il va falloir que quelqu'un prenne la décision et l'impose. Mais l'imposer dans un monde comme ça où il y a autant de forces et qu'on revient à des conflits, la guerre en Ukraine, la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Europe, tout ça, c'est hyper compliqué et que finalement, c'est propre à l'humain. C'est quand on va être dos au mur qu'on va devoir réagir, essayer de trouver une solution. Mais je crois qu'on n'a jamais affronté une problématique qui peut être si importante. Julien, tu voulais rebondir, je crois. Un peu sur tout ce que vous avez dit là. Par rapport à l'agression que tu illustres avec le mec qui se fait dépouiller, tu as aussi le cas où tu te dis, bon, de toute façon, on est 40, il y a bien quelqu'un qui va intervenir, qui va faire quelque chose. C'est ça. Donc là, c'est à peu près la même idée. C'est-à-dire que individuellement, tu te dis, bon, de toute façon, moi, qu'est-ce que je peux faire en triant mes trucs, consommer un peu moins, monter un peu moins le chauffage, bon, ok, parfait, de toute façon, c'est pas moi qui va être décideur, il y a bien quelqu'un qui va lancer un truc et tout le monde va suivre. Se pose aussi la problématique pour moi, sans doute, du capitalisme tel qu'on le vit aujourd'hui au travers de ce que disait Salah. C'est-à-dire que vu que le but, c'est toujours plus, je simplifie énormément, caricature même, le toujours plus, produire plus, consommer plus, on voit bien que la finitude de tout ce qui nous entoure, ça va pas du tout dans le bon sens par rapport à ça. Et en ce qui nous concerne plus directement, on a réélu notre président de la République pour un deuxième mandat. Je ne pense pas que des gens qui restent 5 ans en place ou 10 ans, entourés par des gens qui ne restent pas en place, qu'on remplace plus ou moins fréquemment, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir faire quelque chose sur du long terme pour estimer des mises en œuvre d'énergie ou de nouveaux fonctionnements ou de locomotion qui vont nécessiter 30 ans, 50 ans, peut-être même 100 ans d'organisation, de développement. Pour réparer tout ça, c'est avec la façon dont on fonctionne aujourd'hui, pour moi, je vois pas comment on peut le faire. Il nous faut une bonne dictature, mec. Une dictature écologique, formidable, ça va piquer, je pense. Mais même plus largement, dans tout ça, c'est que finalement, le dérèglement climatique est causé par les grandes puissances économiques, principalement, les grandes puissances de production, donc les pays globalement riches, ou qui délocalisent leur production. Le truc, c'est que ce qui se passe, ça va pas pénaliser ces personnes-là qui polluent le plus, ça va pénaliser les personnes qui sont moins riches. Les plus pauvres seront les principaux concernés, parce que quand on leur dit par exemple, l'absurdité qu'il faut, en les culpabilisant, donc il y a peut-être une communication à revoir, mais en leur disant vous avez un vieux taco diesel, vous êtes des pollueurs, il faut changer pour un véhicule électrique dont on ne sait pas recycler les batteries, mais surtout on met à la case des véhicules qui ont déjà eu un impact écologique, qui ont déjà eu leur dose de CO2 émis, pour des nouveaux véhicules, que les anciens, on va les mettre à la casse alors qu'ils sont tout à fait fonctionnels, on va les empêcher de rouler, et puis les plus pauvres vont avoir de plus en plus de difficultés à se chauffer, de plus en plus de difficultés à s'alimenter, on va avoir de plus en plus de difficultés à respirer, puisque les zones de pollution s'étendent, les pollutions en fines particules, etc. Alors que les plus riches, eux, peuvent rester dans leur terre d'ivoire. Donc là, on fait un véritable podcast communiste, révolutionnaire, etc. Mais tout à l'heure, tu parlais de Karl Marx. Il disait que lorsqu'il y aura la révolution, c'est une volonté de la société à revenir à quelque chose de primaire et de plus essentiel, à revenir à des choses très loin du capitalisme. Alors, est-ce que la force collective va provoquer un soulèvement, la révolution verte, comme le disent certains élus politiques verts? Est-ce qu'elle va avoir lieu par un mouvement du peuple, ou est-ce que ça va être quelque chose qui va devoir être imposé par la force et par une communication où on va montrer du doigt les personnes?
Ça, c'est la vraie question, c'est quel est le moyen et comment on va faire pour s'en sortir. Mehdi, tu peux nous redire la citation, s'il te plaît? Laquelle? C'est Karl Marx que tu viens de nous donner, parce que j'ai oublié. Alors, je la cite pas, je la cite dans le sens, hein, mais que lorsqu'il y aura la révolution, c'est la volonté de revenir, je crois, à un communisme primaire, si je me souviens bien. C'est mes souvenirs de seconde, première, terminale, il y a quelques années maintenant. Ok. Parce que j'avais pas compris au début. Donc, est-ce qu'on est dans ce cas de figure-là ou quoi? C'est toute la question. Tu disais tout à l'heure, Mehdi, que les plus pauvres deviendront les plus pauvres, mais je pense qu'on n'en est même plus à ça. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui arrive, même ce qu'on appelle aujourd'hui la classe la plus large, la classe moyenne, bah, on voit bien que, bon, de toute façon, les pauvres vont pas s'enrichir. Hein. Enfin, ceux qui ont plus de soucis, c'est pas eux qui vont gagner plus d'argent, ça c'est clair. Mais ceux qui sont sans doute comme nous, entre les deux, eh ben, nous, ça va commencer à piquer de plus en plus. C'est-à-dire que c'est sûr que ça pique déjà de plus en plus. Bah oui, tu fais plus gaffe à tout ce que tu achètes, tu circules moins, tu fais machin. En fait, là, c'est plus l'écologie souhaitée, c'est l'écologie subie. Enfin, je vais parler d'écologie, oui, mais en général, d'économie, économie. Allez, on va mixer les deux. Ouais. Mais non, là, ça commence à devenir compliqué, effectivement. Et tout à l'heure, tu parlais de la guerre, d'autres choses, etc. Ça risque d'aller très très loin. Tout à l'heure, il y en a un qui parlait de révolution, mais si effectivement, là, on essaye de limiter l'électricité, le tarif, etc., dans quelques temps, effectivement, ça risque peut-être de sortir un petit peu dans la rue pour manifester son mécontentement. Donc ça peut devenir vite glissant, en fait, tout ça. T'inquiète, on est équipé. Ouais, mais est-ce qu'on a envie de renier sur notre confort, de renier sur le dernier iPhone? Alors moi, je m'en fous réellement, mais moi, j'ai une vieille bagnole, par exemple, et c'est vrai que je me suis dit, putain, je pourrais la changer, avoir un truc un peu plus sympa, quoi. Moi, j'ai une vieille Clio, la voiture camion, comme on l'appelle, parce qu'elle fait un petit bip-bip quand elle recule, c'est charmant. Mais je me suis posé la question. Et je dois me forcer, j'utilise la méthode bisou, vous taperez sur Google, qui permet de réguler ses pulsions d'achat. Mais la voiture, elle roule, elle a pas de problème. Et bah ouais, j'ai l'air peut-être un peu craignos dans ma vieille Clio, mais elle marche. Il y a la clim, il y a une direction assistée, elle est pas dangereuse, elle passe au contrôle technique. Mais qui te dit qu'elle est plus polluante qu'au fait que les nouveaux véhicules qui sont en train de nous vendre en ce moment, en fait? Ah, je dis pas qu'elle est plus polluante. Ouais. Elle est plus polluante ou moins polluante. Je dis juste que la pollution pour la conception de la voiture a déjà été faite. Et de toute façon, voiture, la mettre à la casse et prendre quelque chose, elle partira pas à la casse, ta voiture. Elle partira ira au bled, elle ira en Afrique. Et elle sera utilisée de toute façon. Donc le poids que représente en CO2 ta voiture ne changera pas. Donc voilà, je suis fier de ma voiture et ça, c'est quelque chose d'important. Non, je m'en fous royalement. Je fais une petite dédicace à Villebrequin tant qu'on y est. C'est parti. Par contre, tu parlais de la méthode bisou. Du coup, je viens de regarder. Alors, la méthode bisou pour mieux consommer. Le B comme besoin. Ouais. Quel besoin cet achat répond-il chez moi? I comme immédiat. En ai-je besoin immédiatement? S comme semblable. Aurais-je quelque chose de semblable? O comme origine. Comment, par qui, où ce produit a-t-il été fabriqué? Et U comme utile, ce produit va-t-il vraiment m'être utile? Donc, est-ce que tu as besoin d'une voiture électrique dernier modèle? Non, mais si tu vois un mec bugger dans un magasin, c'est Mehdi, tu vois. Il est devant le truc avec sa méthode bisou, il passe 4 heures, tu vois. Ouais, mais tu vois, ça m'a empêché d'acheter une bagnole parce que je voulais avoir une bagnole un peu sympa et que j'allais me laisser avoir par la tentation de j'existe par le paraître et ça m'a permis de prendre ce temps de réflexion et ne pas céder à la pulsion pour des motifs futiles. Enfin, il y a quand même un truc qui est chimique et hormonal chez nous, hein, c'est les émotions qui envoient des signaux et on a été éduqué dans ce consumérisme pour justement parfois remplir un vide ou un besoin et je suis content de pas me faire avoir, mais des fois je me repose la question et je suis obligé de réfléchir et alors, t'étais dans ta décision de rachat. Excuse-moi Yann, juste une petite blague. Non, excusez-moi, mais non, j'avais pas levé la main, c'est naze, mais je pense qu'on est tous comme ça, effectivement, aussi, dans le consumérisme et des choses, est-ce que j'en ai besoin ou pas du tout? Oui, on a été élevé comme ça, ou du moins pas forcément élevé comme ça, mais on est devenu comme ça.
Moi, j'ai Ouais. pas été élevé dans le j'ai besoin de ça, faut acheter ça. C'était pas du tout ça. Mais après, on a évolué. Enfin, on a évolué. Je sais pas si c'est réellement une évolution dans le sens, enfin, dans le bon sens du terme. Mais oui, on consomme et on surconsomme certainement. Ça, y a pas photo, ouais. Et c'est vrai que c'est pas con la méthode bisou, effectivement. Je connaissais pas, mais c'est un truc où des fois, je sais qu'il y a des choses. Oh ouais, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Et puis tu te dis mais non, putain, il y a pas besoin. Mais il y a 10 ans, oui, je pouvais consommer des trucs qui c'était complètement débile, quoi. Ouais. Et puis en tant que parent, bah tu dis ah oui, bah non, c'est con parce que mes gamins ils vont faire pareil. Et tu te rends compte toi un peu plus grand que bah non, c'était naze, fallait pas faire ça, quoi. Donc d'avoir des petites méthodes comme ça, oui, c'est très bien. Sinon, t'as la méthode crevard, tu vois. En fait, t'as pas de micro pour le podcast. Tu te fais prêter un micro, mais ça marche pas. N'est-ce pas Par exemple, n'est-ce pas? T'oublieras pas de me le rendre d'ailleurs. Ouais, pas de souci. Mais sinon, Mehdi, pour Ouais. t'orienter vers ta décision de changement de voiture, tu m'as emmené l'autre jour dans ta voiture. Ouais, tu peux changer de voiture. Oh. Le Monsieur confort au Alain niveau Bingo des et- chaises, j'avais mal au dos, c'était pas terrible. Non, mais Ouais, mais la musique était bonne. la musique était bonne. Bonne. Mais pour rebondir un peu sur tout ce qui vient d'être dit, moi maintenant je me méfie de mes envies d'achat dans le sens où c'est quand tu vas sur certains sites où en fait tout le monde publie les bons plans du moment, par exemple type D-Labs ou les conneries comme ça. Des fois tu fais oh ça pourrait être bien, grosse envie d'achat des fois parce que tu as vu des trucs ou que ouais ça la pourrait être très pulsion, bien quoi. utilisé la pulsion. Donc maintenant depuis ça, quelques temps dès que j'ai une pulsion comme ça, c'est vrai que j'ai tendance à regarder tous les comparatifs, les machins, les trucs, etc. Mais je me laisse 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Si au bout d'un mois, vraiment, j'ai suffisamment d'envie et que je la justifie, je peux me laisser tenter. Mais en attendant comme ça aussi longtemps, allez, 9 fois sur 10, du coup, j'achète pas. Même si l'envie, pour autant, voilà, l'envie s'est calmée et du coup, voilà. Ça, c'est de la pulsion hyper raisonnée quand même. Oui, mais des fois, tu vois, putain, le dernier drone qui fait machin avec casque d'immersion, il peut faire FPV, il peut faire vidéo touristique, le truc super sympa qui vient de sortir, il y a une offre en ce moment, jamais elle reviendra forcément. Et là, tu fais, ouf, j'ai toujours voulu un drone, il fait tout ce que je voulais, et on attend. Parce que sinon, ça risque de piquer un peu. Des conneries, quoi. En parlant de conneries, de drones, de films, il y a justement quelques films qui sont sortis et qui nous ont parlé de l'urgence climatique. Et là, c'est le moment où je vais faire un super monologue pour vous parler un petit peu de films qui m'ont inspiré, qui m'ont parlé de changement climatique, et j'ai eu de la chance de pouvoir tous les voir. Et on va commencer par un film sur le monde post-apocalyptique que tout le monde connaît. Si je vous parle de Mad Max, j'imagine que c'est un souvenir pour les boomers qu'on est. Yes. Monde désertique, Mel Gibson, quand il n'était pas encore controversé, et une vision de ce que peut être l'absence. Dans le même registre, on a le film Le Livre d'Eli avec Denzel Washington qui tente de survivre dans un monde pareil, post-apo, désertique, où l'eau est une denrée, dans ces cas-là, particulièrement précieuse. Et ce qui est vachement intéressant dans ce film-là, ce que j'ai vachement aimé, c'est que dans son parcours solitaire, il va rencontrer un groupe avec un super méchant, c'est Gary Oldman, et qui souhaite finalement dominer le monde par un bouquin très spécial. Et comme par hasard, parce que le cinéma fait bien les choses, le livre est détenu par Denzel Washington. Autre film qui d'ailleurs rappelle Don't Look Up, peut-être avec des gens un petit peu moins cons, c'est Armageddon, le méga blockbuster de Michael Bay qui est sorti à la fin des années 90, je crois que c'est en 98. Et pour le coup, pour ce film, le pitch est plutôt simple. Il y a un astéroïde tueur de planète qui va arriver, comme dans Don't Look Up, et concrètement, il faut l'en empêcher. Et là, la NASA qui décide de faire appel à des foreurs de pétrole et quelques astronautes pour poser des charges nucléaires sur l'astéroïde après avoir atterri dessus. Et dans ce film, il y a Bruce Willis en chef de meute, et autour de lui, il y a tout un casting en or avec le Ben Affleck, qui était plutôt jeune, il y a Liv Tyler, et toute une autre bande de fous furieux, comme Steve Buscemi, par exemple, qui vont sauver le monde. Alors,
c'est plein de bons sentiments. C'est America's First, America Great Again, comme disait notre ami Donald. Et en même temps, c'est un petit peu lourd comme un bon vieux film des années 90, Madeleine de Proust. C'est pas le film du siècle, mais ça a au moins le mérite de nous faire rire parce que finalement, eux, ils avaient compris, ils ont fait péter l'astéroïde pour pouvoir sauver la planète. Alors, on vous l'a dit en début, Don't Look Up, c'est d'abord un film de catastrophe planétaire, spatiale, avec une comète qui va s'écraser, mais c'est surtout une allégorie à ce qui est en train de se passer au niveau climatique. C'est un film qui regorge, si vous voulez, de plusieurs alertes sur ce que représente le danger climatique présentement. Et dans le même genre de film, qui nous alerte de ce qui peut se passer de manière forte, de manière même en même temps un peu nanar, c'est Waterworld. Waterworld, je sais pas si vous vous souvenez, c'est le film post-apocalyptique où la montée des eaux a eu raison de tout. On y retrouve Kevin Costner, il a des ouïes de poisson, il recherche Dryland, donc la terre sèche, et autour de lui, il y a des gangs de loupards sur des scooters des mers. Et comme par hasard, comme dans tout bon film des années 90, il doit sauver la veuve et l'orphelin. Alors, le film est daté, mais c'est une vision qui pourrait être, pourquoi pas, réaliste, avec la montée des eaux, et qui nous montrer la manière dont on pourrait vivre sur des montagnes, sur des îles faites de déchets sur l'eau. Plus surprenant, dans le genre de film aussi, il y a les Simpsons, et on parle d'Homer Simpson qui pollue tellement la rivière de Springfield que les habitants sont mis en quarantaine sous un dôme décidé par une agence de protection de l'environnement. Et ils sont obligés de fuir vers l'Alaska tout en recherchant le coupable. Je vous laisse deviner comment ça se passe dans les Simpsons. Mais en gros, les films au cinéma sont là soit pour avoir une volonté des fois de délivrer un message ou même des avertissements des futures catastrophes industrielles qui pourraient nous toucher. On pense à Tchernobyl, on pense à Fukushima, mais vous ne pourrez pas le dire que vous ne saviez pas, tout simplement parce que les Simpsons, l'ont déjà fait. Enfin, on peut également parler d'Interstellar, qui est considéré comme Don't Look Up, d'un film qui traite du sujet de l'espace. Là, un peu plus en détail, puisqu'on est à l'intérieur, on vit l'aventure de l'intérieur. Et on aura principalement retenu de ce film, malheureusement, les trous noirs. Enfin, c'est super intéressant, la relativité. On peut voir aussi quelque chose de très humain, avec l'impact des émotions sur les décisions humaines et sur les enjeux moraux. Et le dilemme qui se pose, principal du film, c'est entre sauver l'humanité ou revoir ses proches. C'est aussi sauver l'humanité ou simplement une poignée de personnes avec un plan B pour coloniser une planète et se reproduire. Bref, c'est ce qu'on retient du film. Alors qu'en fait, quand on y repense, qu'est-ce qui déclenche le film ? Je viens de poser à mes camarades la question, est-ce que vous vous souvenez, je pense que vous avez tous vu Interstellar, pourquoi il lance une mission de sauvetage ? Répondez tous en même temps, les gars. Ouais, moi, je me rappelle plus exactement. Je sais qu'il y a une urgence technique pour pouvoir quitter la Terre à cause. C'est pas une problématique de ressources ou ce genre de choses. Non, je me rappelle plus. Ouais, c'est un peu ça. En fait, il y a un dérèglement climatique qui provoque des grosses tempêtes de sable et qui détruisent toutes les récoltes. Et au final, ils bouffent tous du maïs et il y a justement de moins en moins de maïs et la famine dans le monde. Et justement, là, je vous parle de famine dans le monde, l'épuisement des ressources. Le besoin de coloniser d'autres espaces, c'est un peu le propos d'Avatar de James Cameron. En gros, les humains atterrissent sur une planète occupée par les Na'vi. Ils infiltrent un mec, Sam Warrington, parmi les indigènes, avec l'ambition, si vous voulez, de planifier un plan pour pouvoir s'accaparer les ressources. Et en même temps, quand on voit le déroulé du film, maintenant, il a plus de 10 ans, il y a un génocide des Na'vi. Ça me fait penser, moi, à la version des Indiens d'Amérique qui viennent se faire coloniser par les Anglais, les Espagnols, les Français pour récupérer de la place. Et ça me fait penser malheureusement à l'espace vital, comme disait un vilain petit monsieur moustachu allemand. Alors voilà, plein de questions, l'espace vital, et comme je vous disais tout à l'heure, je me pose la question de savoir, avec l'augmentation de la population, comment on va faire. Et pour ça, j'ai 4 choix pour vous par rapport à la question. C'est comment on va faire avec l'augmentation de la population mondiale. Alors, en réponse A, vous avez les humains vont-ils coloniser d'autres planètes ? En réponse B, les humains vont mener des guerres de ressources et de territoires
à l'intérieur même de la planète? En réponse C, on a le génie humain qui trouve la solution miracle. Et enfin D, la réponse D. Là, déjà, c'était quoi, redis-là? La A, c'était les humains vont coloniser d'autres planètes. Oui, c'est cela, oui. Ça pourrait être voilà, ABC. si tu nous entends. Quelque chose avec les reptiliens, ça là, sur la colonisation de planètes? Non. Non, Rien à dire. rien du tout. Ouais, ça s'est cramé, ça. Mais on vient déjà d'une autre planète, non? Ah bah non, je me trompe alors. T'es pas Captain Flamme. Attends, c'était quoi la B? Alors la B, c'était... J'ai oublié de switcher d'onglet. La B, c'est les humains vont mener des guerres de ressources et de territoires à l'intérieur même de la planète. Ça, c'est pas mal. Ça a déjà commencé. Hein. Ça nous semble bien, en tout cas. Ça a déjà commencé. Grenier à blé. Ça a déjà commencé. Bah non, mais ouais, terre agricole. Sur plein de trucs. Ouais. Ça l'est depuis longtemps et ça continue et ça s'accélère, quoi. Avant, c'était plutôt pour des énergies fossiles ou pour la caillasse. Hein. Ouais. Pour la caillasse, pour des bijoux, pour des diamants, je veux dire. Et maintenant, ça se revient sur des choses qui, a priori, étaient disponibles partout sur les territoires. Et ça devient... Tu as le problème de l'eau qui est sympathique. Le problème de sable, c'est rigolo qu'on en ait un aussi à ce niveau-là, puisque le sable ne se renouvelle pas du tout assez vite. Et c'est ce qui sert à construire aujourd'hui avec le ciment, par exemple. Mais non. Ouais. Et puis le génie humain qui est ta troisième proposition, oui, bien sûr. Tu peux t'asseoir dessus. Hein. Moi, j'aime bien la réponse D, personnellement. La réponse D, ouais, j'aimerais bien aussi. Oui, ce n'est qu'un rêve et on risque de se réveiller peut-être bientôt. C'est ça la réponse D. C'est ce que tu veux. Bref, il y a quand même eu... c'est des questions. Le cinéma, comme plein de livres, j'imagine, que j'ai pas lu, nous ont avertis. On ne pourra pas dire qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas émis ce risque-là. Les scientifiques l'annoncent très clairement, mais peut-être que d'une certaine façon, les gouvernements en prennent bonne note et font des actions peut-être pour lutter contre le réchauffement climatique. Et je crois que Julien a quelque chose pour nous. Ah oui, le quiz, oui, le truc où en fait il fallait pas bosser là. Ah oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, ok. Donc dans la continuité de tout ce qui vient d'être dit, vu qu'en fait tu as déjà introduit une première question, je vais vous poser quelques questions côté quiz. Alors j'ai élargi un peu, c'est pas forcément que sur la notion de réchauffement climatique, c'est un petit peu plus large. Des fois, les questions sont très ouvertes. Et des fois, vous ne saurez pas répondre, ce qui est le but du jeu aussi. Alors... On lève la main pour répondre, les gars. Ou vous levez la main, ouais, ou chacun son tour, peu importe, comme vous voulez. Mais là, en tout cas, vous faites qu'une réponse, chacun son tour. On va prendre dans l'ordre. Là, par exemple, ça sera Mehdi en premier, Yann en deuxième, ou Salah, enfin, peu importe. Mais chacun devra répondre. Donc, première question. D'après vous, quels sont les gaz à effet de serre? Et dans un premier temps, je veux des réponses sur les gaz à effet de serre naturels. Parce qu'il y a deux catégories, les naturels et les industriels. Dans les gaz à effet de serre, alors je ne demande pas celui qui est le plus ou celui qui est le moins. Dites-moi ce que vous croyez connaître dessus. Alors, c'est moi qui prends, c'est ça? Si tu veux. Si tu le sens bien, t'en dis un. Faut les nommer. Tu en dis qu'un seul, et puis un autre fera une autre proposition. Vas-y. Ok, on commence par le CO2. Ok, donc le dioxyde de carbone. Alors, à chaque fois, j'ai mis un petit laïus en dessous. Est-ce que tu sais d'où vient, ou vous savez d'où vient généralement le CO2? On va faire un résumé très court. De l'expiration, déjà, pour commencer? Ouais. Alors, d'une manière plus planétaire, on va dire. Il y a les émissions des pollutions, les particules. Voilà, donc là, globalement, c'est l'activité humaine. Et ça aussi, tu as une résultante naturelle, puisque ça résulte aussi de la décomposition d'éléments, de la biodiversité, des matières. En fait, Tu veux dire que quand je fais mon compost, je suis en train de polluer? Exactement. Et pas que du CO2. Bon, on verra ça après. Allez, quelqu'un d'autre. Des gaz à effet de serre naturels. Et proutes. Oui, alors d'accord, ça je veux bien, mais le terme un petit peu plus scientifique, ça serait quoi?
Les proutes. Ça commence par Allez, quelqu'un les proutes de vache. fait appel à un ami. Le dégazage d'animaux. Vas-y, Mehdi, complète le mot. Le méthane. Voilà. Ah pour oui, les oui. curieux, c'est CH4 pour ceux qui sont. Mais ça vient aussi du compost, en fait, pour le coup. Alors, ça fait exactement. Donc, ça résulte Et une soit de la méthanisation, décomposition des végétaux, donc le compost, par exemple, ou même tout simplement l'activité naturelle de décomposition des végétaux qui sont dans l'eau ou n'importe quoi. Et tu as aussi l'activité humaine. Donc, l'activité humaine, c'est aussi ce que tu disais, tes émanations personnelles, mon cher Salah, mais l'agriculture, l'élevage, ce genre de choses. Les déchets ménagers aussi, donc associés au compost, comme tu disais à l'instant, Mehdi. On a aussi, alors j'avais pas ça en tête, moi du tout, on a aussi l'utilisation du gaz naturel, parce que tu peux avoir butane, propane, méthane, tout ce que tu veux. Et en fait, beaucoup de réseaux de gaz ont des fuites. Et qui dit fuite sur nos réseaux inclut de l'injection de gaz dans l'air. Donc c'est aussi l'un des éléments qui provoque de l'effet de serre. Ouais, mais ça c'est pas naturel, ça c'est humain. Non, mais attention, je te parle des gaz naturels. Je t'ai pas parlé de comment est-ce que... Pas les conduites, l'arrivée du gaz, quoi. Non, mais le gaz qui sort, c'est du gaz, si tu veux, qui est du gaz naturel. Mais après, on l'utilise, nous, à titre non naturel, puisque c'est nous qui l'utilisons. C'est l'usage qu'on en fait, en fait, même si c'est un gaz naturel, nous, on l'utilise. Mais dans les circuits qu'on met en place pour la cheminée, des fois, c'est percé, c'est pas hermétique, du coup, tu as des échappements. Chose que j'ai découverte en faisant un petit peu de recherche aussi là-dessus, la culture du riz. Et j'étais vraiment très surpris. J'ai vu une vidéo qui a montré. Alors c'était une vidéo qui était, je crois, une vidéo faite par la NASA. Il y a une chaîne NASA dédiée à la météorologie et il montrait les émanations de gaz dues aux récoltes de riz sur le monde. Et l'Asie, c'est fou. Si jamais j'essaierai de donner le lien à Mehdi pour qu'il le mette en description. C'est une vidéo qui dure 1 minute et c'est impressionnant ce que ça représente comme émanation. C'est fou. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a surpris. Ok. Allez, Yann, est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais en tête, toi, peut-être, pour un gaz naturel ? Écoute, non, parce que... non. Ok, quelqu'un d'autre, peut-être ? Ouais. Vas-y. Je vais dire l'eau, la vapeur d'eau, l'H2O. Et c'est le premier. En fait, c'est le plus important des gaz à effet de serre parce qu'il est naturellement présent. Et il résulte globalement de l'évaporation de l'eau et de par la taille des molécules, etc. Et c'est celui qui est le plus dans l'atmosphère, c'est le principal. Alors je l'ai pas marqué, mais je crois que il représentait plus de 50% en fait des gaz à effet de serre présents, 52. Enfin, j'avais lu un truc comme ça. Alors il y en a. Ouais, vas-y, je t'écoute. En fait, il y a. Ouais, t'allais peut-être le dire. Je te laisse finir. Non, vas-y. En fait, pour connaître les gaz à effet de serre, il faut analyser leur composition chimique en fait, et toutes les molécules qui ont simplement 2 atomes ne vont pas être un gaz à effet de serre, et tous ceux qui ont plus de 2 atomes vont être un gaz à effet de serre, il me semble. C'est-à-dire 3, t'as H2O, ça fait 3 particules, CO2, ça fait 3 particules, mais si tu prends l'O2, par exemple, ça fait 2 atomes, ça pollue pas. L'oxygène ne pollue pas. Ça, je ne sais pas. Je te laisse mettre de tes Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça, mais il y aura bien 1 ou 2 scientifiques qui pourront le confirmer dans les commentaires. Exactement, parmi les 50 000 scientifiques qui vont écouter le podcast et qui sont pas au bout de 3 minutes. Alors, j'en ai 2 autres, on va faire un peu rapidement. On a le protoxyde d'azote, qu'on appelle couramment gaz hilarant, le NH2. Donc lui, il résulte de l'activité humaine, entre autres à cause des engrais dans l'agriculture. Donc ça, c'est un gaz qui s'évapore en fait de nos engrais, même si c'est un gaz naturel. Voilà. Et il résulte aussi de la combustion. Il y a Fast and Furious aussi. Oui, aussi, ça va un petit peu vite. Et il était indiqué aussi que c'était dû à la combustion de combustibles fossiles pour le chauffage et le transport. Alors pour savoir, donc là c'était rigolo, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le méthane, alors j'ai découvert l'indice qu'on appelle le pouvoir réchauffant global. On dit que le 1 c'est le CO2. Il faut savoir que le méthane, dont on parlait tout à l'heure, le prout comme disait ça, il a un pouvoir réchauffant 25 fois supérieur au CO2. Donc, il faut le savoir.
Et par contre, le protoxyde d'azote, donc NH2 dont on parlait, il a un pouvoir réchauffant, lui, 298 fois supérieur au CO2. Après, les concentrations dans l'air sont différentes, bien évidemment. Et le dernier que j'ai noté, c'est l'ozone. Donc là, c'est O3. Donc l'ozone est naturellement présent dans la stratosphère, 10-15 km. Il protège la planète contre les dangereux rayons UV. Par contre, c'est un gaz très réactif et nuisible pour la santé. Et il exerce un impact négatif sur le rendement des cultures agricoles. Voilà. Mais ça fait partie aussi des gaz à effet de serre naturels. J'ai juste une petite question. T'en as combien des questions là, comme ça? On s'arrêtera certainement avant la fin. Ok. Il en a fait 20. Ouais, je le dis très rapidement parce que là, vous ne le saurez pas. Il y a des gaz à effet de serre qui sont industriels. Donc là, c'est l'homme qui les a fabriqués. C'est dans cet esprit-là, Yann, que je parlais de naturel. Tu as tout ce qui est gaz fluoré, qu'on utilise entre autres dans tous les systèmes, par exemple, permettant de faire du froid. D'accord. Des trucs à la con, alors ça s'appelle du CFC, du HCFC, enfin des acronymes très particuliers. Tu as de l'exofluorure de soufre, tu as du triofluorure d'azote, etc., etc. Et tu prends par exemple les gaz fluoreux que j'évoquais tout à l'heure pour les refroidissements, ça varie entre 1300 fois le rôle du réchauffement, entre 1300 fois et 11 700 fois la résultante des gaz à effet de serre basés sur le CO2. Donc tu vois, c'est vraiment, vraiment supérieur, quoi. Quand même, ouais. Ça pique un peu. Ouais. C'est l'activité humaine. Hein. Exactement. J'ai une deuxième question pour vous qui va sans doute être intéressante. Quels sont, d'après vous, les pays qui émettent le plus de CO2 ? Alors là, j'ai un tableau. J'ai plusieurs tableaux, donc je vous écoute. Le premier qui se lance, d'après vous. Allez, on va dire dans les 10 premiers. Je vous autorise les 10 premiers. Alors, mes chiffres en 2017, parce que je me suis basé sur un mélange de plusieurs sources et que, entre autres, les sources de l'Agence internationale de l'énergie, c'était pas forcément facile de trouver les datas. Donc là, c'est un mix avec Wikipédia. Et d'ailleurs, à propos de l'Agence internationale de l'énergie, c'est IEA.org. C'est très nul, en fait, leur site, puisque pour avoir les datas, il faut se créer un compte et donc s'authentifier, etc. Donc ça donne vraiment pas envie d'aller chercher les infos. Juste... Libre accès à l'information. Oui, c'est un peu dommage. Allez, d'après vous, les 10 émetteurs, ceux qui émettent le plus d'émissions de CO2 dans le monde en 2017. L'Inde ? L'Inde en fait partie. Oui, l'Inde, c'est le 3e. La Chine ? La Chine, c'est le 1er. États-Unis, 2e. La Belgique. Russie. La quoi ? La Belgique. La Belgique. Je l'ai même pas mis dedans. Et peut-être Luxembourg aussi, parce que je pense que Luxembourg, c'est pas les derniers. Allez, j'ai rien contre nos amis les Belges. Hein. Les Russes. Les Russes sont 4e. La France. La France ne fait pas partie des 10 premiers, elle est 20e. Oh, on est un petit pays aussi. Afrique du Sud. Afrique du Sud, là comme ça, je ne l'ai pas dans les 20 premiers. L'Allemagne, c'est vachement industriel. L'Allemagne est la 6e. Bien joué pour l'Allemagne, ouais. T'as dit la Russie. Alors, je dirais Canada ? le Mexique parce que le Mexique... Ouais, Canada, vas-y. Le Canada, il fait partie des 10 puisqu'il est 9e. Non, je n'ai pas le Mexique. Alors le Mexique, pour info, le Mexique est 12e. La pollution Mexico City, les taxis, le frog, le phog, je veux dire. Oui, parce que la grenouille c'est moins bien, mais le phog et tout, c'était pas une bêtise, c'était une petite boutade. Mais ouais, je pensais du Mexique, je le pensais sérieusement. Bon, les autres, ça va être un peu plus dur, donc je vais vous les faire. Donc dans l'ordre. D'abord la Chine, ensuite États-Unis, Inde, Russie, Japon. Donc ça, c'est les 5 premiers. Le Japon, vous l'avez pas dit. Ah oui, on n'avait pas dit Japon. Ouais, vous Japon, êtes, franchement, moi quand je l'ai lu, je le savais. Franchement. Oui, ensuite, 6e, Allemagne, Corée du Sud, Iran, Canada et Arabie Saoudite. Donc ça, c'est les 10. Oui. Alors par contre, maintenant, ce même tableau, mais trié différemment sur une autre valeur d'une autre colonne. Cette fois-ci, émissions de CO2 en tonnes par habitant. Ah, donc, d'après vous, ça. Alors là, c'est plus la même chose. C'est-à-dire que oui, ok, la Chine, par exemple, elle en fait beaucoup, mais ils sont beaucoup. La Chine, juste pour info, elle génère 9 gigatonnes par an. La Chine, en termes de production de CO2, ce qui représente 28%. Alors toi, tu dis Japon premier. Alors le Japon, il est 5, 6, 7, 8e, avec 8,94 tonnes par habitant. America First. America, ils sont 4e.
Ouais, parce qu'ils sont pleins aussi. Allemagne. Allemagne, Dans les premiers. Allemagne, ils sont 9e. Ah ouais, bah non. La Belgique? Je les ai toujours pas. Luxembourg. Je les ai toujours pas, celle-là. La Mayenne pour Yann. La Mayenne. Oui, la Mayenne, c'est une contrée de la Belgique. Je veux dire la Suisse. Alors, la Suisse... Non, je l'ai pas non plus. Parce que là, on reprend pas les... Bah oui, je pensais Japon aussi. On reprend pas les pays qu'on a déjà trouvés sur la question précédente, c'est ça? Alors, c'est le même tableau, mais trié différemment, si tu veux. Ah, c'est le même tableau. Ok, donc. Non, mais attention, c'est le même tableau, c'est-à-dire que moi, j'avais 100 pays, si tu veux. Donc, les pays, forcément, ils ont changé. Là, tu me parlais du Japon. Le Japon, tout à l'heure, en termes de production, ils étaient les 5e, mais par habitant, ils sont les 5, 6, 7, 8e. D'accord, mais on peut avoir potentiellement la Suisse. On peut avoir la Suisse, sauf que moi, dans la capture que je me suis faite, je m'intéressais qu'on va dire aux 15 premiers. Non, mais je me suis dit, en fait, la Suisse, ils voyagent beaucoup, parce que c'est un pays avec un fort pouvoir d'achat, tout ça. Je pensais dans une pollution individuelle, autant pour moi. Allez, je vais vous donner le premier. Le premier, c'est l'Arabie Saoudite. Ah bah ouais, voilà, pays riche, ouais. Mais... Ils sont à 16,16 là, en tonnes par habitant et par an. Ils sont combien en Arabie Saoudite? C'est un pays à quoi, 10 millions d'habitants, je pense. Je sais pas. J'ai pas pris cette stat là. Faudrait savoir, hein, parce que à mon avis, ils sont pas. Attends, Arabie. Attends, je pense que les Belges sont pas très loin, quoi. 34,81 millions d'habitants en 2020. 35 millions, quoi. Allez, je vous donne le trio gagnant, enfin même un peu plus que le trio gagnant, dans l'ordre. Arabie Saoudite, 16 tonnes par habitant. Australie, 15 tonnes. Canada, 14 tonnes. États-Unis, 14 tonnes. Ensuite, Corée du Sud, 11 tonnes. On attaque du 6 au 10e. Après, tu as Taïwan, Russie, Japon, Allemagne et Pologne. Donc là, on est aux 10 vainqueurs. Et d'après vous, la France, on est combienième? On est 11e. On est 18e, avec 4,56. Là où, par exemple, l'Allemagne, a priori, est à 8,70 en tonnes par habitant de CO2. Bah, tu vois, ce qui est vachement intéressant, notamment, tu peux redire les 3 premiers pays, s'il te plaît? Donc l'Arabie Saoudite. Alors, Arabie Saoudite, Australie et Canada, ils sont quasiment kiff-kiff, dans le sens où on est de 16 à 14,9. Tu vois, moi, je me posais la question, par exemple, par rapport à la génération de CO2. Tu prends l'Arabie Saoudite, pays chaud. Australie, il fait pas mal chaud aussi. Canada, pays qui a tendance à avoir aussi des périodes de froid, etc., etc. Je prends le Japon, qui lui était 5e quand on faisait un tri par pays. Je sais qu'au Japon, des fois, ils ont des très fortes périodes de canicule sur du très très long terme. Donc, tout le monde est équipé de climatiseurs dans tous les sens, par exemple. Ouais, donc, je me demande si... que tu parlais tout à l'heure, les fluorés, donc, et puis, bon, voilà. J'ai pas forcément la raison du classement, mais j'ai les statistiques qui sont derrière. Et éventuellement, ça pourra faire partie des liens qu'on pourra mettre à disposition. Ça va faire une sacrée biblio... Ouais, ça va faire loin un peu, là. Ça va faire plein de liens, quoi. Ça va faire pas mal de liens. Est-ce que vous êtes OK pour une nouvelle question ou pas? Vas-y. Petite dernière, là. Une petite dernière? Bon, alors, faut bien que je la choisisse, alors. Tac. Ah, si on a 2 bien, on va les faire. Bon, alors, on va en faire 2-3, sachant qu'il y en a une, c'est juste un truc très rapide. Allez, en France, quel est le plus grand consommateur d'énergie électrique? Je veux un nom. Quand tu dis le plus grand consommateur... Je veux un nom. SNCF. Donc, ça là propose SNCF. Les autres proposaient un nom. Les centrales nucléaires. Ouais, EDF, j'aurais dit aussi, tu vois. Et le vainqueur est Salah, la SNCF, avec 1,5% de l'électricité française. Ça, c'est leur consommation. Et ça ne représente que 5% des coûts de ce que coûte la SNCF. Redonne le pourcentage de... 1,5% de l'électricité française. C'est ce qu'ils consomment. D'accord. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme et pas grand-chose. Oui, parce que le train, en même temps, malgré tout... Tu vois le maillage du train, c'est quand même impressionnant, tout ce qu'il y a. Mais tu regardes tout ce qu'il y a besoin à côté. Ouais, mais 1,5%, c'est cut, quoi, avec tout ce que tu as comme train. Ça me semble pas beaucoup, moi. La mobilité, il n'y a pas 1,5% de la population qui utilise le train. Enfin, il y a tellement d'autres besoins annexes qui nécessitent de l'électricité que c'est tellement dilué, comme on parlait tout à l'heure, que 1,5, je trouve ça énorme. Enfin... Ah, mais tu mets plein de monsieur et plein de madame dans les trains, donc je sais pas. Pardon, Julien. Non, mais au contraire, allez-y, il faut rebondir, c'est le but. Mais le train fait partie aussi du moyen de transport qui consomme le moins
enfin qui génère le moins d'émissions de CO2. Ouais, carrément. Alors, ce que je voudrais, pour la dernière question qui va être une question ouverte pour vous, je vais vous demander des exemples d'exploitation d'énergie renouvelable. Alors, ça va inclure ce que vous connaissez déjà, vous allez me faire des propositions, et en même temps, si vous êtes un peu curieux, si vous avez des notions sur des projets en cours ou des recherches en cours, éventuellement. Donc, ce que vous savez d'usage de l'énergie renouvelable, donc déjà, qu'est-ce que c'est que l'énergie renouvelable on va enlever tout ce qui est gaz, hydrocarbures, parce que même si c'est renouvelable, en fait, c'est sur des délais tellement longs que ça ne rentre pas du tout en compte dans ce qu'on est en train de dire. Donc, pour vous, déjà, l'énergie renouvelable, qu'est-ce que vous connaissez comme type d'énergie associée à ça ? Le quiz a commencé. Une réponse chacun. La méthanisation, c'est l'énergie renouvelable. Ouais, alors donc là, c'est ce qu'ils appellent la bioénergie, mais c'est ça, la méthanisation, par exemple, ça en fait partie. Ensuite, autre position. L'énergie hydraulique. Alors, l'hydroélectricité, effectivement. Donc là, après, il y a plein de façons de la récupérer, mais tout à fait. Donc, on a l'éolien. On a l'éolien, donc l'énergie éolienne, tout à fait. Donc, ça, parfait. Qu'est-ce que vous auriez d'autre ? On a... La mer, là, c'est quoi déjà ? C'est marée... Alors, c'est ça, c'est... Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas le même nom. Ah, alors, okay. J'ai pris les petites définitions au cas où la question se posait. Donc, le barrage de la Rance. Oui, d'un côté, ce qu'ils appellent l'hydroélectricité. Donc, pour l'hydroélectricité, l'énergie exploitée est celle de l'eau qui se déplace des hauteurs vers les basses altitudes, par exemple. Et à côté, l'énergie marine, qui est issue des technologies qui utilisent l'énergie cinétique et thermique de l'eau. L'eau de mer, entre autres. Donc, c'est pas la même chose. Donc là, c'est les vagues, les courants sous-marins, ce genre de choses. Ce qui n'est pas le fait de faire déplacer de l'eau comme sur des moulins ou des choses comme ça. Donc ça, tout à fait. Ce qu'on a, oui d'ailleurs, donc ça s'appelle pas une éolienne, mais les courants marins, il y a des projets là-dessus justement. Donc tu as des hydroliennes aussi qui se mettent en place. Hydroliennes, voilà, merci. Ouais. On a le solaire qu'on n'a pas cité. L'énergie solaire, vous en avez pas parlé. Et et voilà, la dernière que j'ai en listing, c'est l'énergie géothermique. Et l'aérothermie aussi. Alors, l'aérothermie aussi en fait partie. Donc là, ça fait partie des mixtes. Okay. Et tout ça, vous pouvez, par exemple, il y a des éléments que vous pouvez mettre dans votre baraque déjà. La partie solaire. Géothermie, ouais. Aérothermie, c'est que ce serait quoi ? Alors, tu prends, en fait, tu creuses un puits avec. Ça, c'est les puits canadiens, là. Tu veux parler des puits canadiens ? Ouais, par exemple, ouais. Ouais, ok. Ouais, alors, t'as deux choses différentes. Alors, normalement, là, je risque de faire des confusions, mais en fait, si tu parles des puits canadiens, c'est-à-dire que globalement, tu vas par un gros tube en PVC, par exemple, ou en métal, je ne sais pas exactement, tu vas récupérer de l'air à l'extérieur dans un gros tuyau de 15-20 cm de diamètre, et après, ce tuyau-là, tu vas l'enfoncer à 2 mètres sous terre, et tu vas serpenter cet air-là dans ton terrain jusqu'à arriver chez toi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la Terre étant l'un des meilleurs isolants au monde, à 2 mètres de profondeur, la température de la Terre est a priori entre 14 et 15 degrés. Et donc, l'air, s'il fait froid dehors, bah toi, tu as de l'air qui arrive à 14-15 degrés chez toi. Tu as juste besoin d'un petit truc à pile pour faire aspirer l'air, en fait, qui aura navigué sous ta Terre. Et s'il fait chaud dehors, bah de toute façon, comme l'air chaud aura été aspiré et refroidi par la température de la Terre, l'air arrivera toujours à 14-15 degrés. Et après, tu peux associer ça à plein d'autres trucs derrière, de façon à remonter naturellement à 19 degrés. Puis toi, tu n'as plus que la différence, en fait, à fournir en termes d'énergie électrique ou gaz pour avoir la température ambiante. Ok. Est-ce que vous avez des idées de projets ? Là, entre autres, j'ai trouvé ça sur le site d'EDF, entre autres, qui a des cellules dédiées. Des projets sur lesquels, potentiellement, il y a des travaux en cours. Toujours associés aux énergies renouvelables. On ne parle pas de nucléaire, on ne parle pas de choses comme ça. Alors là, comme ça, l'énergie verte, machin. Donc on a fait l'air, le feu avec le soleil et puis. Oui, mais ça peut être des usages identiques sur les mêmes technos, mais d'une autre manière. D'accord. Ok. Là, par exemple, tu parlais de l'air. Et en fait, ils vont essayer de faire de l'éolien en altitude cette fois-ci. Donc, ils se posent la question parce qu'en fait, en très haute altitude, tu as 5 fois plus de vent qu'au sol. Là, aujourd'hui, nos trucs sont au sol, on va dire à une 50aine de mètres de haut peut-être.
Et donc là, le but, ça serait d'atteindre peut-être, pourquoi pas, 300 mètres de haut, voire plus, de façon à avoir 5 fois la puissance du vent qu'on a aujourd'hui et qui serait pas bloqué par des éléments de la topographie ambiante. Alors, tu vas me dire, oui, mais comment est-ce qu'il ferait ça? Il se pose des questions avec des faire des gros pieds, quoi. Ouais, mais il ferait ça avec des ballons gonflés à l'hélium, en fait. Il mettrait ça là-haut et ça permettrait, en fait, de garder les ballons en hauteur. Allez, quand il pleut, la pleut, elle tombe d'où? La pleut, elle tombe d'où? La pleut, elle tombe d'où? La pleut. Ouais, où qu'elle peut, hein. Non, mais d'où? De les nuages. Alors, mais du ciel, mais plus précis que le ciel. Le nuage. Le nuage. Les cumulonimbus. Ah, j'ai découvert ça, dis donc. En fait, il parle de choper de l'énergie avec les nuages. Alors, l'idée est dans l'air, c'est ce qu'ils disent. L'humidité condensée dans les nuages pourrait être collectée et transformée en électricité. Avec quel outil? Encore des ballons sondes équipés de filets capables de collecter l'humidité contenue dans les nuages. Et donc ça, c'est tiré du site EDF, en fait. Comme je vous l'ai dit. Et sinon, on peut pas juste réduire nos habitudes de consommation et baisser un peu la température et mettre un pull en plus? C'est un peu plus simple. Tu peux. Bon, il y a plein d'autres trucs comme ça encore. Le magma, il y a plein d'autres trucs. Voilà, mais on va pas y passer 50 ans. Oui, le magma, ouais. Putain. Mais là, tu parles de plein de choses pour générer de l'énergie, de l'électricité, etc. Et c'est marrant parce qu'on parle depuis quelque temps, tout le temps, isoler vos maisons. Les comptes pour 1 euro, ça c'est peut-être des conneries, mais voilà, isoler. Mais on isole de la chaleur, alors qu'aujourd'hui, on va devoir aussi changer nos habitudes d'isolation et penser aussi, parce que c'est pas le même prix, c'est pas les mêmes matériaux, isoler de la chaleur extérieure l'été, ou même plus largement. Donc, il y aura aussi un truc où on va devoir trouver des ressources pour alimenter ce refroidissement, même parce que le délai d'évolution, on n'a pas le temps d'évoluer, le réchauffement est trop rapide, et donc du coup l'humain n'a pas l'habitude de s'adapter à son environnement, et ça met beaucoup plus de temps, des centaines d'années, voire des milliers d'années, et ça pose question là pour le coup. Comme la Coupe du Monde au Qatar avec des stades climatisés, tout va bien. Ouais. Sans parler des morts qu'il y a eu pour la construction. Non, n'en parlons pas. Non, on parle de changement climatique, pas de mort, mec. La mort, c'est un changement. Ça va pouvoir jouer sur le changement climatique. La décomposition, d'ailleurs, en fait, on a parlé beaucoup de choses un peu, tu vois, c'était un peu déprimant tout ça là, tout ce podcast. Je trouvais que c'était joyeux. Est-ce qu'il n'y a pas un élément très positif dans le changement climatique quand même? Il fait beau en été. Mais j'ai du mal à répondre positivement en fait à ta question. Là, comme ça, naturellement, j'ai du mal à voir un élément positif à te sortir là, pour l'instant. Je sais pas si c'est ton nom, mais là, j'ai un peu de difficulté. Non, je sais pas. On peut se considérer comme climato-anxiogène. Non, il y a des éléments quand même positifs. Hein. Il faut se dire qu'il y a un renouveau. En fait, c'est une communauté. Les capitalistes trouvent toujours des opportunités. Ils sont là. Je sais pas si je vais utiliser le même mot. En fait, une nouvelle opportunité, parce que chaque problème est une opportunité. Ils disent ça en permanence. Ouais. Tu tombes, tu te casses la gueule, t'as plus de thunes, t'as plus rien. Ah, c'est une nouvelle opportunité pour que tu redémarres. Enfin bref, ça peut être aussi en fait un changement, en fait, un changement de civilisation. En fait, c'est une nouvelle civilisation qui pourrait naître de ça. En fait, c'est une opportunité en soi. En fait, c'est ça qui, si on veut pas rester dans la dépression et se dire que tout se casse la gueule et que c'est horrible, machin et tout, il faut pousser un peu son imagination, quoi. Effectivement, il y a les deux. Après, bon, il y a toujours des gens qui pour te dire que, enfin, pour ma part, en tout cas, je pense que les choses sont un peu foutues. Je suis pas. Non, mais attends, foutu de façon positive. C'est-à-dire que aujourd'hui, là où j'ai eu du mal, au fait, c'est que il y a encore des gens qui disent ouais, c'est encore possible. Tu vois, ça fait 10 ans qu'ils nous disent c'est encore possible. Tous les 2 ans, t'as le mec qui fait non, mais on a encore la possibilité de faire quelque chose. Ah, ça augmente non, mais encore la possibilité. À un moment donné, il va falloir arrêter de faire les. Genre écrit au loup, tu veux dire? Non, mais à un moment donné, il faut arrêter de faire le con. C'est que de toute façon, une fois que c'est enclenché, en fait, c'est un processus. Une fois que c'est dépassé, c'est comme plein de maladies. En fait, une fois que le seuil est dépassé, au fait, il y a pas de réversibilité, au fait, dans ce domaine-là. Donc du coup, en fait, à un moment donné, faut arrêter de se faire des illusions et regarder la réalité en face et préparer l'avenir. Je pense que tu vois, c'est l'heure en fait de préparer la résilience, c'est l'heure de préparer la nouvelle civilisation qui va venir, parce qu'en fait tout ça, ce changement climatique, c'est un effondrement en fait de civilisation aussi. Ça s'accompagne, tout ça va être mêlé.
et il faut commencer à planter les graines d'autres choses, quoi. Et ça commence par les têtes, déjà par l'acceptation de ce qui nous est en train de nous arriver, et l'acceptation en fait de notre mortalité autant que civilisation. Puis après, planter autre chose, quoi. C'est des nouvelles opportunités qui vont arriver, une nouvelle civilisation qui va proposer autre chose, qui sera complètement différente. Donc je pense que c'est ça le petit côté positif qu'il faut regarder là-dedans. Parce que les gens en fait des fois se disent voilà, en positivant de trop, soit ils sont complètement dans le déni, je veux rien voir, et entre ceux qui sont là, ouais, c'est encore possible, bougeons-nous, activons-nous, machin truc. Moi je suis ni l'un ni l'autre. Je pense que tu vois en fait il faut plus préparer l'avenir de façon positive, pas en mode Mad Max comme le film que t'as cité tout à l'heure où chacun se massacre, mais plus dans l'entraide. Plus de quelque chose de plus cool, quoi. Ça va être compliqué dans la démarche où chaque pays est déjà pour sa gueule. Tout le monde fait un petit... Chaque humain est pour sa gueule aussi. Alors déjà les pays et les humains encore plus. Mais ouais. Compliqué. Et après, il y a dans le message, en fait, tout à l'heure tu parlais ça là, qu'il faut regarder la vérité en face et pas se voiler la face. Dans la communication, on parle de sauver la planète. Et je pense que là, le message n'est pas assez clair. Ah oui. C'est comme dans le film Don't Look Up, à un moment donné, il minimise ce qui se passe. On doit sauver l'humanité, en fait. Ah ouais, la planète, elle s'en sort très bien. La planète s'en remettra. Ouais. Elle s'en remettra. On est juste des microbes ou des bactéries. Et là, elle est en train de mettre son antibiotique. Donc, il faudrait peut-être faire profil bas et accepter de partager avec l'écosystème qui nous entoure. Je suis en train de m'apercevoir qu'on n'a quasiment pas parlé du film, en fait, pendant tout notre discussion. Ça a été l'inspiration. Hein. C'était un prétexte. Ouais. Voilà, un prétexte. C'est là qu'on va être obligé de faire un deuxième enregistrement pour parler du film, c'est ça? 1h48 déjà. Justement, en parlant du film, vous l'avez tous vu, on a un petit peu parlé, on s'en est inspiré pour ce débat-là, pour cet échange. Est-ce que ce film, cette thématique qu'on vient d'aborder, vous a fait changer vos comportements de consommation d'écologie en général? Allez Yann, toi en premier. Eh bien écoute, tout à fait franchement, non. Il ne m'a pas fait changer mon comportement. Pas envie ou pas savoir? Non, c'est pas. Je pense que c'est pas en voyant un film que je fais des efforts. C'est pas des efforts, mais j'essaye de faire des choses bien, de moins consommer, de trier correctement, de faire du compost, tout ça. Mais la méthode bisou. Ouais, la méthode bisou, mais pas. Non, je pense pas que. Alors pas un film. Je vais te dire un truc qui m'a fait changer dans mon comportement. Donc le film, ok, je l'ai vu. Mais par exemple, c'est plus un truc que j'avais entendu, comme quoi pour élever un bœuf, manger de la viande rouge, il fallait autant de centaines de litres d'eau, tant de céréales pour le bœuf. Et j'ai trouvé ça, mais je me suis dit, oh putain, mais c'est impressionnant, quoi. Donc j'ai arrêté de manger de la viande. Alors, j'ai pas fait que la rouge, mais du coup, je me suis dit, ok, moi, 2 jours par semaine, parce que je mange beaucoup de bidoche, j'arrête, je fais stop et je mange plus de viande. Donc ça me parle. C'est plus des faits, c'est un truc qui est quantifiable. Là, c'est plus, voilà. Donc, je vais agir, mais pas via des films, je pense pas. Ok, c'est pas ça qui te stimule pour agir. Okay. Non. T'en penses quoi, toi, Julien? Alors, je rejoins Yann sur le fait que le film n'a absolument rien changé. Enfin, absolument. Je pense rien changé sur ma façon de vivre. J'ai eu un acte un peu similaire à toi, mais ça c'était avant le film. J'ai vu sans doute les mêmes stats que toi, mais globalement moins de viande dans la semaine et plus vers de la viande blanche quand c'est consommé. Oui, ouais. Mais ce que j'ai vu d'autres aussi, alors c'est pas le film qui m'a fait ça, hein, mais un truc tout con, c'est que ce qu'on peut appeler les eaux grises, par exemple, quand tu laves un truc, tu te laves les mains. Ouais. Tu laves ton couteau, tu laves ta planche à machin, tu laves même des fruits ou des légumes. En fait, c'est complètement absurde que toute cette eau qui est globalement propre, mais juste un petit peu, qui est presque propre à la consommation, qui aille directement dans des usines de retraitement. Donc c'est typiquement de l'eau que tu peux
mettre naturellement avec au fond de ton évier déjà un seau ou une panière ou j'en sais rien, qui récupère toutes ces eaux grises et au lieu de les mettre à retraiter, tu les mets directement dans ton jardin ou dans le machin. Sur la pelouse, ça peut être très bien par exemple. C'est un truc con, hein, mais si tout le monde faisait ça, je pense qu'on aurait déjà beaucoup moins d'eau en retraitement. Parce que ça inclut des produits, ça inclut des installations, ça inclut des merdes, etc. Et c'est pareil, moi c'est plutôt d'autres choses ou d'autres lectures qui m'orienteraient vers autre chose. Là, ça permet aux gens qui n'ont jamais été intéressés éventuellement peut-être d'avoir un déclic, mais comme je l'ai dit en début d'émission, j'ai discuté avec des gens de mon entourage, mais je sais pas, je dois pas être dans le bon périmètre de personnes pour pouvoir en discuter. À part vous, globalement, j'ai rencontré très peu de personnes désirant parler un peu de ça sur le fond. Et toi, Salah, un écolo de première? Non, moi j'ai pas changé gros chose. J'ai intégré une secte apocalyptique. Du coup, on fume des ouinges, on se boit des whisky en attendant la fin du monde tranquillement, quoi. Donc t'es un hippie, tu veux dire? Je sais pas si je suis un hippie, mais non, je sais pas. En fait, je pense que j'ai toujours été simple. Donc je suis pas quelqu'un qui consomme de façon générale. Même plutôt très. Je sais pas si je suis un peu radin, Julien, tu me diras. Mais ça fait longtemps que tu m'as pas invité à bouffer en tout cas. Voilà, je suis pas ouf là-dessus. Je suis pas très consumériste et je suis pas très voyage. Je sais pas parce que je trouve ça débile faire enfin. Pour ma part, en tout cas, ça m'apporte pas grand-chose au fait de faire des milliers de kilomètres pour aller manger McDo en Asie. Ça n'a pas de sens. Tu sais, au vu maintenant des... Non, mais cela dit, j'aime les cultures, hein, j'aime regarder, je m'y intéresse, hein, je regarde sur les docus, des choses comme ça, mais j'ai un peu de mal avec j'ai un peu de mal avec cette idée du voyage. Je trouve que, tu vois, en fait, le meilleur voyage, c'est le voyage intérieur. Oh, ouais, t'as vu, c'est beau. Ça, c'est beau. Donc, je préfère largement le voyage intérieur à ces voyages-là, au fait, que tout le monde fait, parce que je vois les gens, tu sais, ils sont tous là au boulot, ils se font chier, ils font un boulot de merde, ils se cassent le cul toute l'année, ils espèrent qu'une chose, ils attendent qu'une chose, en fait. Ils sont complètement déprimés, ils sont sous cacheton, ils espèrent qu'une chose, l'été, pour aller faire leur voyage, tu vois, pour prendre l'avion, faire des milliers de kilomètres, c'est faire le dépaysement total, tu vois, pour se dire, tiens, c'est génial. Et mettre ça sur Insta. Non, mais après, tu vois, en fait, c'est le seul moment où ils se sentent heureux. En fait, ils projettent tout là-dedans, en fait. Alors qu'en fait, le bonheur, il est à côté de toi, quoi. Parfois, il suffit juste d'en profiter et c'est des petites choses simples, quoi. C'est des petites choses simples. C'est ta femme qui va être contente d'entendre ça. Que le bonheur est juste à côté de toi. Une chose simple, je voulais pas parler de ça, mais plutôt du bonheur. Et ça pourrait faire l'objet d'une prochaine émission, d'ailleurs, ce sujet-là. Du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Non, mais je pense que c'est ce que cherchent les gens toujours, en fait. Et le souci, c'est que parfois. C'est la seule émotion programmée dans le cerveau pour essayer de la reproduire le plus souvent possible. Hein. Et toi, Mehdi, est-ce que ça t'a fait évoluer? Eh ben, je dirais que ma conscience écologique évolue avec le temps et je tends à faire des actions. On va dire rapport bénéfice-risque, enfin bénéfice-investissement, c'est-à-dire que si ça me coûte pas trop cher d'investissement, je parle pas financier, hein, je parle de temps, d'énergie ou quoi, je change. Je suis en train d'essayer de passer au zéro déchet. J'ai arrêté d'acheter des bouteilles d'eau, j'ai pris des carafes que je remplis et tout, et pour enlever le mauvais goût, je les laisse à l'air libre pendant 1 heure. Enfin, plein de petites choses. Pas changer de bagnole, ça, regarde ma Clio. Ouais, j'en prends de plus en plus conscience. J'essaie pas de dire que je suis un modèle, mais j'essaie juste de participer, faire ma tâche et c'est déjà pour moi pas mal. Et c'est d'en parler justement comme on vient de faire, entre guillemets, je mets des gros guillemets que vous voyez pas, mais éduquer les gens qui s'y connaissent pas forcément et qui recherchent de l'information et qui vont pas faire forcément les recherches. Petit clin d'œil tout à l'heure, mais voilà, là vous avez un panel de non-experts qui vous parle de quelque chose du quotidien. On va fermer, on va clôturer maintenant après ces belles paroles, parfois pessimistes, mais on peut encore changer les choses, comme diraient les scientifiques. Est-ce que pour finir ça, vous auriez un livre, une œuvre, un album, quelque chose à nous faire partager sur cette thématique, hormis tous les liens qu'il y aura dans la bibliographie en description. Il y aura à peu près 50 liens en fait. Non, moi j'ai un petit livre
Éventuellement, achetez-vous une Bible, un Coran, remettez-vous à la spiritualité. Préparez la fin du monde, les gars. Super optimiste. Préparez la fin du monde. Le Nostradamus du podcast, ça là. Ou alors comment se barricader chez vous. Ouais, ou sinon vous avez des petites vidéos de je sais pas qui, le chauve là, comment il s'appelle là? Tu sais, il habite en Suisse, il aime les fusils. Ah, c'est magique. Il est magique. Ça me dit rien. Il est magique. Alors moi, je conseillerais éventuellement, parce qu'il y a un homme que j'ai découvert il y a 2-3 ans et que je me suis abonné à tout ce qu'il dit là, depuis quelque temps, c'est Jean-Marc Jancovici. Il a fait avec Christophe Blain une bande dessinée de 120 pages et ça s'appelle Le Monde sans fin. Ça coûte 28 €, je crois. Et bon, c'est particulier comme mise en forme, mais ça, moi qui ai écouté pas mal de choses qu'il raconte, ça explique pas mal de choses en méthode assez simple sur toute la notion d'énergie, consommation, soucis climatiques, etc. Il y a des choses très très intéressantes. C'est un bon investissement et ça permet de bien réfléchir aussi et c'est à portée de tout le monde. Donc, Le Monde sans fin. Le Monde sans fin, ça marche. Et toi, Yann, de ton côté? Eh ben, regardez Wall-E pour savoir comment on va finir. Ah oui. Le Disney ou Pixar, je sais même pas. Ça doit être un Pixar, je pense. Donc on va tous finir gros, c'est ça, et on pourra plus marcher. C'est ça, gros sur et une puis autre assisté. Exactement. Moi, j'ai un petit truc à vous recommander. C'est un reportage, film, et qui m'a fait vraiment prendre conscience de la vitesse à laquelle on allait dans le mur. Alors le personnage, c'est Pierre Rabhi, il est un peu controversé, donc je ne vais pas juger là-dessus, mais c'est juste l'impact que ça a eu émotionnellement sur moi. C'est le film Solution locale pour un désordre global, et qui parle en fait de l'impact des engrais, des pesticides sur la terre, et ce que ça provoque, l'appauvrissement de la terre par la production conventionnelle. Ça m'a un peu glacé le sang à l'époque, ça remonte maintenant à bien 10-15 ans, et je crois que ça a été ma porte d'entrée dans cet univers. Redonne le nom de l'écrivain, enfin du gars. Pierre Rabhi, R-A-B, 2B, je crois, H-I ou un truc comme ça. Je crois qu'il est décédé il y a pas longtemps. Ah oui, d'accord, ok. Je vois qui c'est. Un commandant cousteau de l'agriculture, je dirais. Il s'est fait bien défoncer par la suite il y a pas longtemps. Au niveau des polémiques. Ouais, après, voilà. Je parle pas de la polémique, je parle juste de l'impact émotionnel que ça a eu sur moi, et ça a été, après, on peut tout à fait distinguer l'homme de l'œuvre. Ouais. Notre débat, c'est encore. Donc là, c'est un petit clin d'œil, c'est encore. Je crois que c'est un clin d'œil, là. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, les gars. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir avec vous. Merci. Tu es le seul, en fait, parce que moi, personnellement, c'était laborieux. Je trouve ça vraiment pas constructif comme discussion. Je suis pas sûr d'en faire un deuxième. Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais bon, voilà. C'est vraiment un salopard. Mais moi, j'ai juste envie de dormir, en fait, en vrai. Mais en tout cas, merci à vous si vous êtes encore au bout de l'épisode. Merci d'avoir participé à cette première avec ces hauts, ces bas et ces quelques ajustements qui sont à faire. Merci de votre bienveillance. N'hésitez pas à laisser un commentaire, exprimez-vous sur l'émission, partagez votre avis, toujours dans un esprit constructif. Et la seule chose que l'on sait, nous ici, c'est qu'on ne sait rien. Enfin, presque. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur vos applications de podcast, SoundCloud, Apple Podcast, Podcast Addict, Deezer, Spotify, tout ça. En tout cas, 1000 merci, des bisous, et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode de Fallait pas croquer la pomme, le podcast de comptoir.